Pour cette conférence d'Hippocrate qui traitera d'un sujet qui nous tient très à cœur, à Christian Hervé et à moi, qui est le serment d'Hippocrate. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Frédéric Dardel, le nouveau président de l'Université Paris-Descartes, qui a succédé à Axel Kahn, qui est parti vers d'autres horizons, si je puis dire. Donc la séance d'aujourd'hui va être animée par Christian Hervé comme d'habitude, et après nous interviendrons, va être animée et il va nous prononcer une conférence sur le serment d'Hippocrate, et ensuite nous aurons une large discussion. Je crois que notre président ne pourra pas assister à toute la séance, et si tu veux, je te donne la parole pour quelques mots. Merci Patrick, merci Monsieur le Doyen. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue, vous dire que dans une université comme Paris-Descartes, bien évidemment, la santé et en particulier la médecine occupe une place toute particulière, et qu'à ce titre, ce genre de rencontres et de manifestations qui nous incitent à réfléchir dans un cadre un petit peu plus large sur les activités de santé, leur positionnement dans la société, sont des choses qui sont très importantes, puisque notre université a choisi comme devise l'université de l'homme et de la santé, qu'il y a des secteurs sciences humaines qui sont très importants, de la philosophie, de l'éthique, du droit, qui sont des domaines connexes, et donc qui, dès qu'on parle de responsabilité du médecin, évidemment, on pense aussi à ces domaines connexes qui sont très importants et qui permettent de réfléchir de façon globale, qui est une démarche dans laquelle s'est engagé Christian Hervé depuis de nombreuses années. Et donc, je suis ravi que ce genre de manifestation puisse avoir lieu, et je suis ravi que ça puisse se faire ici. Je vous remercie de votre attention. Christian. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Messieurs les présidents, peut-être vous dire ce que nous sommes en train de faire ce soir. Lors d'un conseil de gestion avec le doyen Berche, nous avons été amenés à mettre à l'ordre du jour tout simplement la question du serment d'Hippocrate, puisqu'il y a plusieurs versions, comme vous le savez bien, et surtout que nous avions découvert qu'en 1996, une version avait été construite totalement différente de ce que nous connaissions par le Conseil national de l'ordre des médecins. D'autre part, un de nos psychiatres, le professeur Korkos, avait interpellé Patrick, c'est ainsi que nous en avions discuté, pour le rajout d'un certain nombre de phrases qui venaient d'une réunion de l'Association médicale mondiale, c'est-à-dire de la réunion de tous les conseils de l'ordre des médecins après 1996, et se posait le problème, est-ce que nous allions adopter ces différents éléments ? Pour ce faire, une commission s'est établie au sein du conseil de gestion. C'est Madame Anne Dedanne, qui est à la droite de Patrick Berche, qui l'a animée. Et nous avons décidé de mettre au niveau des rencontres Hippocrate justement ce thème pour que les doyens de la faculté, et j'essaierai de montrer en quoi ils ont une légitimité forte, puissent proposer ensuite aux différents conseils de l'ordre des professions de santé une réflexion sur ce thème. Donc vous êtes au début d'un travail qui va être une table ronde de travail, à laquelle vous allez participer, bien entendu, comme d'habitude dans ces rencontres, avec un débat qui peut être tout à fait contradictoire. Alors, quel a été l'objectif de ma présentation ? Elle n'a pas été de vous faire le serment d'Hippocrate, phrase par phrase, membre par membre, déjà parce que je ne suis pas linguiste moi-même. Le professeur de Marchelier, qui est là, aurait fait beaucoup mieux que moi, et je sais qu'il l'a fait. Mais par contre, peut-être le sens de ce serment est de voir ce qu'il implique, et en quoi ce qu'il impliquait, ce qu'il recèle, qu'est-ce qui est en fait derrière, sous-tendu, dans une profession qui est à la fois une profession, comme j'essaierai de le montrer, mais aussi un art. Et en quoi il y a peut-être un certain nombre de conceptions des métiers dans la santé et de la profession de médecin
qui demande une certaine compréhension. C'est ce qu'il voulait bien, c'est l'objectif de mon discours. Alors déjà, en P1, en première année, en PAES maintenant, PACES comme on dit actuellement, c'est-à-dire en première année de médecine, médecine et aussi dans les sciences de la santé, nous rappelons que le serment d'Hippocrate nous rappelle constamment que le médecin doit être capable de sentir, de ressentir, de vivre l'interaction avec l'autre, en son corps et en son esprit, avec lui et pour lui, participant aux institutions dont l'objet de la profession à laquelle il engage est d'apporter aux hommes la justice humaine, ce que l'humanité peut faire pour lui dans sa vulnérabilité de personnes vulnérables. Alors ceci, bien sûr, s'inscrit après qu'on ait expliqué aux étudiants ce qu'était la personne, c'est-à-dire un esprit et un corps, et comment nous avons sûrement dans nos actions autant à spiritualiser la matière qu'à matérialiser notre esprit. Si nous sommes dans un monisme, comment, dans quelle catégorie nous nous situons, car nous allons parler bientôt des dieux. Comment nous situons-nous par rapport au cosmos? Alors, sur quoi s'applique ce serment? Tout simplement d'exercer la profession de médecin et d'être sensible à l'art médical. Si je l'ai présenté ceci pour montrer que les deux membres de la phrase impliquent des positionnements, des postures totalement différentes. Cet exercice ne peut s'engager qu'en respectant l'historique de Constitution et les grandes valeurs qu'elle véhicule, c'est-à-dire celles qui sont transmises par nos anciens et nos maîtres, mais c'est aussi celles nouvelles imposées par le corps social, et ceci va être tout le débat dans les différentes formulations du serment d'Hippocrate, avec la possibilité de formes nouvelles de ce serment. Alors la médecine est donc en premier, si vous voulez, une pratique sociale. Ensuite, j'essaierai de vous montrer en quoi elle est un art. Là, une pratique sociale caractérisée par des missions et des dispositions légales qui font en sorte que autant la finalité des actes que les limites des actions se réfèrent très souvent à la notion de raison. Pour prendre l'exemple, la loi sur la fin de vie montre bien comment un arrêt de thérapeutique ne peut se faire dès lors qu'un traitement s'avère non raisonnable. Le mot de raison est très important. La médecine s'exerce, et vous le savez bien, en tant que profession, soit en institution, et selon Paul Ricoeur, une institution est tout simplement ce qui permet de pérenniser les valeurs dans le temps, donc une vision de temporalité. Ainsi, l'hôpital pérennise les valeurs de soins, d'assistance, et pour le CHU, la transmission des pratiques par l'enseignement et le progrès médical procédant de la recherche. Soit en libéral, et on sait que dans ce cas-là, les missions de soins et de services publics se développent sur le mode de la médecine libérale, libre choix du praticien, la rémunération à l'acte et la liberté de prescription. Et même sur la formation, nous sommes dans une profession, puisque nous sommes dans l'actualité, puisque la question qui est posée là, est-ce que le serment d'Hippocrate est d'actualité? Oui, bien entendu, puisque la profession de médecin et les différents métiers qui la composent et qui travaillent avec eux et qui font en sorte qu'il y a des professionnels de santé demandent des connaissances scientifiques qui sont à renouveler, qui ont un turnover très rapide, à peu près de 5 ans. Et c'est pour cette raison que le 1er janvier dernier ou le 31 décembre de l'année dernière paraissait le DPC, le développement continu des connaissances, qui désormais nous est imposé. Et d'ailleurs, un ancien président du Conseil national de l'ordre qui a beaucoup travaillé sur la formation médicale, notre ami Glorion, qui est actuellement décédé, eh bien, disait « La conscience morale est une conscience inquiète, elle ne peut jamais trouver le repos ». Si je cite cette phrase de Bernard Glorion, c'est pour justement montrer que la profession elle-même travaille beaucoup sur le doute, sur la recherche, le doute étant un des éléments les plus importants, cartésiens d'ailleurs, du cogito. Donc, ce fameux serment, ce n'est pas qu'une profession,
ce ne sont pas que des éléments que l'on va apprendre à base de raison dans les différentes disciplines, en médecine ou dans les différentes professions de santé, c'est aussi un art. Un art, et là je ferai référence, si vous voulez bien, à un débat que j'ai moi-même vécu entre Paul Ricoeur et Jean-Pierre Changeux, lorsque dans le DEA que je dirigeais à Necker, Paul Ricoeur venait s'asseoir devant Jean-Pierre Changeux, qui faisait son cours du Collège de France devant mes étudiants, et où Paul Ricoeur posait justement le problème de la nature et de la règle, c'est-à-dire de la foi et de la raison, c'est-à-dire de la personne humaine. Et en définitive, les deux ne s'étaient accordés à partir d'un livre que vous connaissez bien, qui s'appelle « La nature et la règle », et justement sur le fait que le médecin était amené, comme tout homme, en fait, à se libérer et à créer. Et que c'était ça, en définitive, peut-être la chose la plus importante dans les apports que l'humain, dans la construction de l'humanité, qu'il était possible ainsi de faire une véritable conciliation, justement, entre, d'un côté, cette profession avec ses limites que la société, par les lois, depuis 20 ans, les lois n'ont jamais été aussi importantes, limitant, codifiant à la fois la recherche, la clinique et la santé publique, et aussi la bioéthique. Donc, peut-être y a-t-il une actualité. Alors, Hippocrate lui-même, je me suis référé en quelque sorte à Émile Benveniste en me posant la question en quoi ce discours véhicule ou pas un certain nombre de notions qui apparaissent fondamentales dans cet art médical. Alors le mot ipsissimus indique un cercle de personnes subordonnées à un personnage central qui assume la personnalité, l'identité complète du groupe, au point de la résumer à lui-même, il l'incarne. L'autre mot important, c'est le mot fides, qui préserve la valeur très ancienne de la confiance. Un être qui attire la confiance et qui s'exerce sous forme d'autorité protectrice sur qui il peut se fier. Et là, nous rappelons que le mot auctoritas n'est pas tout simplement d'imposer son autorité, mais au contraire de la susciter telle que tout maître devrait être capable de faire, tout comme un écrivain, lorsqu'il est amené à faire une œuvre, est capable de nous inspirer et faire en sorte que nous voulons poursuivre son œuvre. Le côté moral, bien sûr, est particulièrement. Le troisième terme important qui est véhiculé par ce serment, par Hippocrate lui-même, c'est trêve de l'allemand, qui est traduit comme avoir foi, respect, foi accordée. De là, nous allons considérer deux phénomènes. Un premier, un phénomène d'alliance avec l'autre, que Françoise Héritier-Auger a bien développé dans un livre que je recommande aux étudiants, Une pensée en mouvement. Et deuxièmement, le pacte avec le patient, que Paul Ricoeur, dans son article « Justice et médecine », a bien problématisé comme étant justement la question de la personne vis-à-vis de cette relation médecin-patient, et ceci se trouve dans un livre « Vision éthique de la personne ». Donc, il s'agit d'une alliance ou d'un pacte, et vous voyez bien que ces termes ne sont pas des termes usuels, ce sont des termes qui contiennent un certain nombre d'éléments symboliques. Donc, le pacte de soins révèle une composante de soupçon. Le malade redoutant à tort ou à raison que le médecin abuse de son pouvoir en vertu de son savoir et de son savoir-faire, et ce, en raison de la situation de vulnérabilité, de dépendance même, dans laquelle la maladie plonge le patient, notamment en milieu hospitalier. C'est ce que nous dit Paul Ricoeur. Ça nous fait donc penser qu'il y a à la fois auctoritas, il y a une certaine influence sur le patient, mais il y a en même temps du patient une certaine révérence par rapport justement à son médecin, mais aussi une méfiance. Donc ce que je voudrais souligner là, c'est que justement, comme tous les éléments symboliques, nous nous trouvons avec des éléments contradictoires dans les attitudes. Et justement, le serment lui-même aura pour travail, vous le verrez, d'allier justement ces éléments symboliques qui sont différents. En retour, le médecin peut craindre que son patient, confondant obligation de soins et obligation de résultat, attende de lui, voire exige ce qu'il ne peut lui donner, c'est-à-dire en dernier ressort,
l'immortalité. Vous vous rendez compte, là encore, de cette complexité de la relation médecin-patient, telle que Paul Ricoeur nous l'a dit, et il voit dans la liberté de chacun, la création de chacun, la négociation, c'est-à-dire en définitive l'autonomie de chacun dans le consentement éclairé, sur de telles bases, seules celles-ci peuvent constituer une sorte de garantie et d'assurance des deux parties qu'ils prennent contre l'échec et le reproche de l'échec. Donc, par rapport à la relation au médecin, nous nous rendons compte que dans Hippocrate, nous avons là des éléments qui sont adverses, déjà profession d'une part et deuxièmement art, et deuxièmement, à la fois une certaine, entre guillemets, fidélité, j'ai une certaine soumission, qui peut devenir aveugle, et d'autre part, une certaine méfiance, les éléments étant mêlés. Alors le serment, c'est vrai quand on le lit, est une reconnaissance par les maîtres et par les patients. Et c'est vrai que depuis 3 ans, avec la commission Berche, lorsque nous nous sommes posé la question de la relation médecin-patient, donc en définitive ce que doit être un médecin, c'est comme cela que nous avons été amenés non seulement à créer, depuis donc 3 ans, ces rencontres Hippocrates qui permettent, avec des débats publics, justement, la construction du pacte avec les citoyens dans un moment où, justement, l'obscurantisme est assez important et où la peur, on voit la peur des nouvelles biotechnologies particulièrement aiguë, eh bien, de la même manière, un nouveau type de pédagogie a été construit avec des étudiants en D3, en 5e année médecine, pour lesquels nous avons essayé de voir comment l'alliance était possible. Donc, cette alliance, et enfin, nous avons essayé, avec donc le conseil de gestion, d'universitariser ces différents travaux que nous faisons là dans le cadre d'un département médecine et vulnérabilité, éthique et société, de manière à comptabiliser les différents progrès et voir comment des chefs de clinique et des maîtres de conférences pourraient perpétuer en quelque sorte ces acquis par rapport à ce que doit être le médecin. Alors, le serment, c'est une véritable réponse à Jean Bernard. Pourquoi ? Parce que les membres de la commission Berche, comme travail, ont été amenés à émettre un souhait. Autant vous dire que la moitié étaient des patients, ceci demandant que la relation médecin-patient à Paris-Descartes soit irréprochable, quel que soit bien sûr le niveau technique que la médecine pouvait leur apporter. Et ceci nous a été amené à faire donc un enseignement ayant pour base les vécus des patients. Ceci, bien sûr, ne négligeant aucunement les apports scientifiques, mis d'ailleurs sur un Moodle préalablement aux réunions, mais surtout dans une éthique de la discussion interdisciplinaire entre malades, entre représentants de patients, enseignants et étudiants, instituant une nouvelle pédagogie. À ce propos, je dois remercier le président Dardel, puisque, oui, n'est-ce pas, comme quoi, puisque ce nouvel enseignement, qui s'appelle EM2R, c'est-à-dire de l'étudiant médecin au médecin responsable, a été proposé comme réponse à l'appel d'offres des enseignements, des nouveaux enseignements pédagogiques nouveaux, du presse, et il a été en définitive présenté le premier, et nous en étions particulièrement heureux, et nous savions que vous participiez justement à ce choix. Donc, ce que je vais faire pour prouver l'actualité, quelle plus belle actualité que de tirer ce que disent les étudiants actuellement sur leur métier. Quelles sont les valeurs que les étudiants pensent ? J'ai donc été amené à faire, s'il vous voulez bien, un certain nombre d'analyses de contenu de leurs travaux et qui montrent ce que je suis en train de vous dire. Aider les personnes en situation de vulnérabilité, être compétent, être ouvert aux autres dans un large esprit de respect, être disponible et être en un esprit de réponse à la souffrance, être responsable et intégré dans un compagnonnage. Ce sont les aspirations éthiques. Les compétences requises pour être médecin selon les étudiants ont été envisagées, cette fois-ci au niveau national, par un des étudiants
qui fait partie du comité de gestion et qui est un de nos élèves, qui s'appelle Mathieu Piccoli, et qui donc s'est battu au sein de l'Association française des étudiants de France pour que justement il y ait une demande, quelles sont les qualités que, à la fin, au niveau de l'ECN, c'est-à-dire de l'examen classant national, qu'un médecin, un étudiant médecin, devrait être capable de démontrer. Très intéressant. Clinicien, communicateur, coopérateur, acteur de santé publique, se rapportant à un métier scientifique, donc doué de raison et de recherche, déontologue. Et la déontologie qu'il présente est assez intéressante, puisque c'est respecter les 4 principes hippocratiques de non-malfaisance, primum non nocere, en premier ne faire aucun mal, de bienfaisance, d'autonomie et d'équité. C'est aussi respecter la confidentialité des patients, c'est-à-dire le secret médical apparaît là particulièrement affirmé, et je vois nos collègues du Conseil national de l'ordre hocher de la tête, car c'est une actualité saisissante. Éviter et agir contre les conflits d'intérêts. Vous voyez comme quoi, très rapidement, ces éléments-là sont rentrés dans le psychisme justement de nos étudiants. Reconnaître et admettre les fautes médicales, donc une véritable volonté de transparence. Et pour prendre à témoin le Conseil national de l'ordre, il milite justement extraordinairement pour cela. Connaître le contrat avec la cité, c'est-à-dire les normes et les limites imposées, c'est-à-dire la connaissance du limite et surtout le fait que le droit médical existe. J'irais même pour moi que la médecine légale existe. De mon temps, on allait peu au cours de médecine légale. Alors le serment d'Hippocrate aujourd'hui, eh bien, les aspirations estudiantiles en médecine font d'aujourd'hui sa pertinence et son actualité. Tout comme le serment de cette étude montre qu'il s'agit à la fois d'éthique et de déontologie. Autant vous dire que les 3 points que je vous citais, non-malfaisance, bienfaisance, équité, font partie de ce qu'on appelle le principisme anglo-saxon qui résume la bioéthique philosophique des années 60. Le serment est une visée éthique particulière adaptée aux finalités auxquelles aspirent les médecins dans leur art, souci de l'autre, empathie, respect et sollicitude. Et il est également obligation morale envers les patients et la société, c'est-à-dire compétent et raisonnable. 5 figures que je vais vous proposer pour caractériser ce que sont ces éléments symboliques difficiles à appréhender, qui font partie de l'indicible, si vous voulez bien, de la relation médecin-patient que le médecin doit être sensible pour que l'autre, justement, le patient, ait cette révélation comme quoi il est entendu et comme quoi il se passe quelque chose entre leurs 2 corporéités. L'altérité comme visage, plaçant l'éthique avant l'ontologie, c'est-à-dire que contre toute stigmatisation, contre toute qualité qui pourrait faire qu'une personne serait supérieure à une autre, quelles que soient ses qualités, Emmanuel Lévinas et Simone Plourde placent bien l'éthique avant justement cela. Il suffit qu'une personne existe pour qu'un médecin la prenne en charge. Aucune stigmatisation est possible, autant vous dire, avec ou sans papier, nous apparaît là quelque chose qui n'a aucun sens. L'esprit vivifie avant les normes, et ceci va concilier la visée éthique et l'obligation en fonction de textes qui peuvent vous poser des problèmes dans les pratiques où justement un certain nombre de personnes n'ont pas de droit et pour lesquelles vous allez être amené à vous battre et à rentrer dans un combat. Et c'est en ce sens-là que l'action du médecin rentre tout à fait dans l'action juste telle que Paul Ricoeur nous la présentait. Éthique en thème d'espérance. Mon maître, Yves Pélissier, je ne sais pas si mon maître, en tout cas c'était mon compagnon, celui qui m'a beaucoup aidé, Yves Pélissier disait « Les malades gardent l'espoir, vous leur devez l'espérance. » Mais rien qu'un mot comme espérance, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Eh bien, une personne comme Gabriel Marcel, on pourrait prendre d'autres, ont 3 niveaux de l'espérance. Le premier, c'est l'espoir. L'espoir en technologie, l'espoir en la guérison, l'espoir. Le deuxième, c'est l'espoir métaphysique. C'est celui ensuite de l'être, tout simplement. C'est-à-dire comment je me réalise dans le présent,
Hinc et Nunc, en définitive. Et c'est troisièmement, et c'est le cas de certains qui ont une spiritualité laïque, certains qui ont une spiritualité qui peut être haute, de religion, n'ayons pas peur d'en parler, eh bien, c'est l'espérance théologique. De la métaéthique à l'agir moral, l'homme étant vulnérable par essence et responsable dans sa transmission de ce qu'il porte, que porte-t-il l'homme? Tout simplement sa vie, et sa vie, c'est tout simplement l'humanité, dans la responsabilité qu'il a justement à la construire au fur et à mesure des générations. Assignation donc à disponibilité pour ce médecin, et aussi, dira Emmanuel Lévinas, jusqu'à répondre aux fautes des autres, responsabilité sans réciprocité. C'est-à-dire ne rien attendre de l'autre en réciprocité pour agir et faire. Nous devons par moments faire des choses, même si, en définitive, nous estimons que ces éléments sont à faire, tout simplement parce que les valeurs sont inscrites, c'est-à-dire que nous devons les incarner, celles bien sûr de justice, celles bien entendu d'approche, d'empathie. Et on voit bien que tout ceci est bien séparé des valeurs de l'avoir. Donc le serment d'Hippocrate, son actualité, Christian Hervé, qu'est-ce? Eh bien c'est un vœu. Qu'est-ce qu'un vœu? De se porter garant de solennellement de la réalité que l'on proclame. Un véritable serment quand c'est soi-même que l'on engage, dit Émile Benveniste, avec le risque d'être parjure. Et c'est là où on comprendra tout à fait la fin du serment, où les phrases peuvent apparaître totalement dépassées, mais dont le sens symbolique est l'opprobre de la société et surtout l'opprobre des personnes qui ont fait également ce vœu. C'est donc un rite de passage qui correspond à un mythe, car en fait, Hippocrate, c'est un mythe. Tout le monde sait bien qu'il n'a jamais existé, que c'est une école, etc. Enfin bon, là, et vous allez voir, c'est là où on rentre dans le débat. Je sens que le doyen exulte, mais je l'ai fait exprès. Il faut être provocateur en éthique. En éthique, en définitive, soyons bien, il n'y a que des conflits. Parce que si on était tous d'accord, il n'y aurait pas à faire des choix moraux si difficiles, d'autant plus quand on les fait avec des patients. Donc, c'est un rite de passage qui correspond à un mythe qu'il véhicule. L'acte de parole a le même sens que l'acte de foi, en lui, en les autres, en l'absolu. Et il engage celui qui le prononce dans tout l'être de sa personne, dans son rapport au monde, aux autres et à lui-même. C'est comme ça qu'on construit l'humanité. Et la recherche, et un serment. Il y a 8 ans, a été fondée à Paris Descartes une commission pour poser la problématique de la probité, l'intégrité et la responsabilité des chercheurs et industriels tout au long de la chaîne de responsabilité de la création d'un nouveau médicament ou matériel médical. J'avais marqué qu'il était resté dans le couloir, le rapport, dans le tiroir. L'actualité du Mediator, des prothèses PIP et des affaires du sang contaminé, de la vache folle qui pâtissent à l'image de la médecine depuis 20 ans, plaident pour consacrer les qualités éthiques et morales de tout chercheur et de tout professionnel ayant rapport avec la personne humaine. En plus de l'actuelle loi Jardé qui établira la légalité de la pratique en cette matière, et peut-être aurions-nous intérêt à faire prêter serment ceux qui ne le prêtent pas, qui font partie de la recherche, mais qui ne sont pas obligatoirement médecins, jusqu'aux industriels, puisque nous voyons bien qu'il s'agit d'une véritable chaîne de responsabilité. Alors pour conclure, complexe, à la fois éthique comme visée, et morale dans ses obligations, éthiques et déontologiques, à la nature à la fois symbolique et concrète, le serment d'Hippocrate nécessite des traductions, car il s'agit d'un mythe que le rite de la soutenance fait vivre. Véritable adoubement de chevalier de la compétence, car on est dans une faculté de médecine, en présence du représentant de la connaissance, le doyen. Je rappelle à ce niveau-là que toute thèse est donnée au nom de la faculté par le doyen, et d'ailleurs c'est le seul qui porte la couronne, le fameux chapeau. Et nous avons intérêt que tous ces éléments, bien sûr, pour que le mythe ne soit pas une pantomime, eh bien que tous ces éléments, bien sûr, soient présents. Le mythe d'une médecine compétente et humaine, saine,
portés par des saints. Ça veut dire quoi, saint? Ça veut dire séparés. Séparés des autres parce qu'ils se sont construits une personnalité. Ils ont ces valeurs inscrites par rapport aux patients. Donc séparés de l'avoir et du vulgaire. Fait que celui qui prêtera foi l'incarnera dans sa profession. Ces gardiens et ces traducteurs sont les conseils nationaux de l'ordre des professions médicales et paramédicales qui en ont proposé une traduction en 1996 sous la présidence de Bernard Herny. Et c'est celle justement que Anne de Danne va justement nous parler. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une déontologie évolutive, messieurs les conseillers ordinaux nationaux? Eh bien, l'université, depuis 2000, grâce au conseiller de M. Jospin, qui était alors ministre de la Recherche et de l'Éducation nationale, a placé l'éthique médicale dans la section du Conseil national des universités, dans la sous-section de la santé publique 4603, médecine légale et droit de la santé, plaçant alors l'éthique médicale en termes disciplinaires en rapport très étroit avec la déontologie et le droit de la santé, c'est-à-dire l'éthique, les mœurs, devant faire évoluer les règles par leurs manifestations humaines. Et lorsque l'on regarde comment les lois qui sont votées par les députés et sénateurs ont permis, depuis 20 ans, justement, l'émergence de ce nouveau serment d'Hippocrate qui, justement, va être amené à montrer quelles sont les limites aux médecins, dans la méfiance dont parlait Paul Ricoeur, à cause des affaires, à cause des peurs, y compris de nos représentants au niveau parlementaire. Et donc, c'est faire de Paris Descartes, essaye de faire en médecine, avec ce laboratoire d'éthique médicale que j'essaye de représenter et pour lequel j'agis beaucoup, et je tiens à remercier les deux doyens Philippe Even et Patrick Berge qui ont permis non seulement qu'il existe, mais qu'il se pérennise, et je les remercie même pour l'avenir. Et surtout, merci, vous dirais-je, ce sera ma conclusion. Je vous incite à profiter de l'organisation de cette superbe quinzaine du serment d'Hippocrate qui inaugure cette soirée à la faculté de médecine. Pendant 15 jours, vous allez être amenés, vous voyez déjà, vous les avez déjà vus, les panneaux qui montrent les différentes versions du serment d'Hippocrate, grâce à un certain nombre de personnes, et que je tiens à remercier. Premièrement, Benjamin Augereau, qui est celui qui développe, on peut dire, le fait que nous ayons des rencontres Hippocrate aussi bien réussies, parce qu'il s'occupe en définitive de tout. Julien Sampéré de la Bibliothèque des Cordeliers qui nous a rejoint depuis maintenant 6 mois et avec lequel vous verrez tous les documents qui sont en bas, et Guy Cobolet, conservateur de la Bibliothèque interuniversitaire de santé. J'ai cru comprendre que le 22 février, je ne sais pas à quelle heure, à 18h, un sociétaire de la Comédie Française viendra pour vous lire 3 serments d'Hippocrate. 3, c'est bien ça, pas plus, pas moins. 3, je crois qu'il le fait d'ailleurs de manière tout à fait gratuite, ce qui est superbe. Il a vu toute l'importance que nous avions comme démarche. Donc, avant que les différents doyens des disciplines de santé qui vont être amenés à s'exprimer, et après ces remerciements, je voudrais bien replacer ce que nous avons essayé de construire. C'est déjà de décacher la substantifique moelle de ce que transporte et qu'il est difficile de dire, donc excusez un peu d'avoir essayé de dire l'indicible, en fait que ce transporte ce serment, ce rite et ce mythe qui est avec des valeurs, bien entendu, tout à fait prégnant pour le médecin. Mais ce n'est aucunement pour affirmer une ancienne forme qui peut apparaître carrément rétrograde. D'ailleurs, un certain nombre ont été amenés à le critiquer, le voyant comme paternaliste, et ils avaient sûrement raison. Mais par contre, c'est pour montrer que les formes sont entre nos mains, c'est-à-dire qu'en fonction de la pensée que nous avons de ce que doit être la relation médecin-patient, autant dans l'autonomie, mais aussi dans l'empathie et dans la compréhension, dans cette relation qu'à Paris Descartes, nous allons essayer de faire irréprochable, eh bien, montrer en quoi les nouvelles formes telles que Anne de Danne va vous présenter
Et les réactions des différents collègues doyens montreront des possibilités au Conseil de l'Ordre, qui sont les gardiens en définitive, d'une réflexion. Nous pourrons l'avoir avec eux. Notre travail à nous, de la faculté, étant deux choses. Premièrement, de rechercher ses sens, c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir et c'est ce que nous allons continuer. Mais c'est aussi et surtout éduquer à faire vivre justement les sentences, d'où toute l'importance du débat que nous allons avoir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi je m'exprime au nom du groupe du Conseil de faculté qui a travaillé sur le serment d'Hippocrate, mais je voudrais d'abord vous raconter un tout petit peu d'où est venue notre question, et comment on a vu les choses. Bon, en introduction, je vais faire un rappel quand même pour toutes les professions qui prêtent serment, et les médecins ne sont pas les seuls, et qu'ils soient ou non prêtés avec un décorum particulier. Moi, étant magistrat de la Cour des comptes, j'ai pas prêté mon serment avec une robe et un mortier, non pas un chapeau, mais j'aurais pu. Donc ça veut dire que ça signe l'appartenance, l'entrée dans une profession, avec la capacité de l'exercer, l'appartenance à une communauté, une confrérie. On a vraiment quelque chose qui est un ensemble. Bon, c'est évidemment le cas pour la médecine. Vous savez comme moi que c'est la même chose pour la pharmacie avec le serment de Galien, avec l'optométrie, la médecine vétérinaire. Enfin, il y a un certain nombre de professions, nombre certain qui prêtent serment. Vous avez aussi les serments politiques. Bon, pas en France, aux États-Unis ou en Grèce, le chef de l'État prête serment. Les parlementaires au Québec, les chanceliers en Allemagne. Vous avez des serments militaires, des serments de citoyenneté, des serments administratifs et même des serments sportifs, puisque les arbitres prêtent serment. Dans tous les cas, le serment est signe d'engagement. Et l'engagement, c'est pour une cause ou le respect de règles de comportement, et où, parce qu'on a le choix. Donc, en se diversant, même si je reconnais que je ne voudrais pas du tout diminuer la valeur du serment d'Hippocrate, c'est un serment comme les autres, ni plus ni moins. Mais le serment d'Hippocrate est également spécifique, et c'est évidemment au titre de cette spécificité qu'on s'est posé la question de son actualisation, ou son actualité au sens d'actualisation. Pour ça, on va faire un petit flashback, entre guillemets. Le serment d'Hippocrate, alors il a existé ou pas, je ne me prononcerai pas sur le sujet, mais dans la traduction qui est celle de Littré, il comporte évidemment, outre la formule sacramentelle, 4 paragraphes, avec des finalités extrêmement différentes que je me permets de vous rappeler, même si vous connaissez beaucoup mieux que moi. En numéro 1, on a le maître. On a le maître avec la révérence, l'assistance au niveau le plus supérieur possible et l'extension du devoir aux enfants. En deuxième paragraphe, vous avez le malade. Et alors, c'est assez amusant, il n'a pas de majuscule, lui. Le maître, il a une majuscule, le malade, il n'en a pas. Bon. Bref, et là, on est moins sur l'acte médical que sur le conseil. Et avec les premiers interdits qui sont faits aux médecins, le poison, l'ovule abortif, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Au troisième paragraphe, vous avez la morale professionnelle. Le médecin, la famille, les confrères, bon, avec une partition entre les différentes spécialités qui est déjà faite avant qu'on y soit contraint là aussi. Le cinquième paragraphe, ce qu'on appelle le retour sur comportement. Si vous faites les choses bien, vous aurez droit aux honneurs, à la jouissance de la vie, aux émoluments, tout va bien. Mais le serment d'Hippocrate n'est pas autre chose qu'un contrat entre le maître et son élève. Il n'a aucune valeur juridique. D'ailleurs, le serment actuel n'en a pas plus, mais ça, on y reviendra après. Le deuxième que je souhaitais, dans le cadre du groupe qu'on a souhaité regarder, c'est évidemment le serment dont a parlé le professeur Hervé, qui est le serment revu par le Conseil de l'Ordre en 1996. Et là, on voit bien que sa hiérarchie est totalement différente, la hiérarchie interne du serment de 1996. D'abord, le maître, il n'est plus mentionné en tant que tel. On retrouve des confrères qui sont au paragraphe 9. On avait un maître au paragraphe 1. Vous passez au confrère au paragraphe 9. C'est quand même... Même si on peut penser que ce n'est pas la déchéance, on n'est quand même pas loin. En revanche, on a la santé et le patient qui, eux, deviennent le premier souci. On voit bien l'inversion totale des priorités. C'est assez intéressant. Bon, et là, évidemment, on a la référence pour l'exercice médical, qu'il faut les respecter, il faut les protéger, il faut les informer et éviter de les abuser, de les exploiter. Mais ça, bon, on peut encore considérer que ça, c'est normal. On a après des règles de conduite qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées. Les mœurs, l'indigent, bon, et aussi beaucoup plus larges. Et là, on commence à avoir quelque chose qui nous a beaucoup intéressé en cadre du groupe de travail, qui est la référence à la vraie vie, entre guillemets, ou l'histoire, puisque dans le serment de 96,
le médecin ne doit pas aller contre les lois de l'humanité. Et là, on a une référence très claire au Code de Nuremberg, qui est donc évidemment après la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich. Donc là, c'est extrêmement clair. On a aussi une référence implicite à ce qui est l'histoire du XXe siècle dernier, qui est donc de ne pas prolonger abusivement les agonies, de ne pas provoquer la mort abusivement. En pratique, c'est la loi Leonetti avant l'heure, ou après l'heure, enfin selon les cas. Donc on a vraiment des nouvelles conditions d'exercice médical, là aussi actualisées, qui est l'information du patient, la fin de vie, la FMC, le DPC, même si les termes ne sont pas ceux-là. On a donc un serment qui est extrêmement actuel, déjà. Et ce serment, il a semblé au groupe traduire une évolution extrêmement lourde de conséquences pour les médecins. Parce que les modifications qu'intègre le serment de 96 et qui intègre également, et on les a revues, le serment vu par le groupe de travail, c'est une évolution qui intègre une dimension sociale et sociétale, vous voyez m'excuser le néologisme, mais c'est quand même ça, et qui pose la question de l'évolution des normes sociales et de leur prise en compte ou non, et dans quelles conditions, par les médecins dans l'exercice de leur pratique. En l'occurrence, c'est pour être très, très précise, est-ce qu'on a le droit ou pas de faire quelque chose pour des raisons personnelles? Est-ce qu'on a évidemment l'interdiction de donner la mort? On a aussi celle de s'acharner. Alors, comment on fait toute la question de l'équilibre entre les deux? Et ça, c'est aussi la loi de Leonetti. L'obligation de formation continue de PP, enfin d'évolution des pratiques professionnelles, pardon, ça y est, tout en n'y étant pas. Bon, et quant au dépassement d'honoraires, là, on n'y est pas non plus. On a bien des évolutions sociétales qui sont prises partiellement en compte, pas complètement, et qui posent toute la question de cette actualité. Deuxième sujet, qui là nous a paru aussi extrêmement important, c'est les rapports avec la justice. Le serment n'a pas de valeur juridique en tant que tel. Il est plus ou moins intégré dans le Code de la santé publique, mais encore faut-il le chercher. Ça veut dire, oui, mais en tant que tel, il n'y a pas de valeur juridique, il n'est pas opposable. Les conditions dans lesquelles le serment d'Hippocrate serait opposable aux médecins ne sont pas évidentes du tout, et pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en plus, d'abord, on n'est pas obligé de le prêter. Et on n'est pas obligé de le prêter partout. Il y a des facs apparemment, il y a des pratiques différentes et on ne pratique pas toujours le même. Ah, je ne connais pas. Quelle fac ne le pourrait... Je crois, j'ai lu qu'il n'était pas obligatoire de le prêter. Dans certains pays, il n'est pas... Oui, mais donc... Moi, je ne connais pas de fac qui... Moi, j'ai lu, mais c'était dans je ne sais plus quoi, je ne sais pas trop sur les trucs, mais comme quoi, il y avait des facs qui ne prêtaient pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a un doute, mais de toute façon, quand à mesure où ce n'est même pas le même toutes les facs, son caractère opposable n'est pas du tout évident. Et c'est là-dessus que le groupe a beaucoup travaillé. C'est aussi la question qu'on s'est posée sur, en pratique, qu'est-ce qu'on met dans le serment? Que ne peut-on pas mettre? Et pourquoi? Est-ce qu'on a des arbitrages à faire entre les exigences soit législatives, soit purement sociétales, et les convictions personnelles de chacun d'entre vous, ce qui est un vrai sujet? Et comment est-ce qu'on assure cette cohérence en termes individuels et collectifs? C'est toute la réflexion qui a été celle du groupe, qui a été extrêmement, à la fois extrêmement difficile et très riche, parce qu'on s'est battu, entre guillemets, mot à mot, pour ces raisons-là. C'est que chaque mot a un sens. Ou celui qui n'y est pas, et le fait qu'un mot n'y soit pas a également un sens. On a donc fait extrêmement attention, et la version qui est celle qu'on vous a distribuée à l'entrée de la salle, je pense, on a bien essayé de faire cet équilibre, voire équilibrisme, entre l'individuel et le collectif, le social et le sociétal, le juridique et le coutumier, et surtout avec le souci permanent de ne pas poser de cas de conscience en obligeant chacun à faire un examen de conscience. Donc là aussi, le groupe a essayé de c'est un peu la quadrature du cercle, ou tout ce qu'on veut, mais c'est quand même ça. Et je me permets juste, je vais rapidement... on a essayé surtout de mettre une hiérarchie, et c'est bien pour ça qu'on a remis la première préoccupation, rétablir, préserver, promouvoir la santé dans tous ces éléments. Alors je reconnais que là, on n'a pas choisi, on a bien essayé d'être très globaux et de tout mettre dedans, et après de décliner chacun en termes purement pratiques, chacune des normes ou chacune des obligations, qui sont faites aux médecins. On a essayé de faire un texte équilibré. Je ne sais pas si nous y sommes arrivés, mais ça, vous pourrez le dire mieux que nous. Mais tout ce que la problématique du groupe a été, c'est vraiment essayer de faire cet arbitrage entre le juridique et le serment au sens confraternel du terme, pour autant, et c'est le cas, qu'il engage, sinon en droit, du moins en fait, dans la pratique de tous les jours. Merci. Eh bien, je vais vous dire quelques mots pour
pas compléter, mais pour illustrer ce qui vient d'être dit si brillamment. Merci Anne pour ce travail. D'abord, si vous voulez, quand vous dirigez une faculté qui a 10 000 étudiants, 13 000 avec le PAES, ça veut dire qu'on va prendre en charge des étudiants pendant 10 ans de leur vie. On les prend à 18-20 ans et ils termineront à 30 ans. Les objectifs de cet enseignement, pour moi, c'est bien sûr la formation professionnelle. Il faut qu'au terme des 6 premières années, ou des 6 premières années à peu près, juste avant l'internat, ils soient capables de prendre en charge une pathologie courante, de la traiter correctement et de prendre en charge des urgences. C'est le minimum. Mais il y a aussi dans cette faculté une initiation, une deuxième dimension qui est l'initiation à la recherche pour permettre l'autonomie justement des étudiants au cours de leur future vie professionnelle, qu'ils comprennent l'importance de la formation continue. Mais je pense que la dimension la plus importante, c'est la formation personnelle. C'est-à-dire que nous devons apprendre aux étudiants tout pratiquement. Ils sortent du lycée, du giron familial, avec une éducation, avec des préjugés, avec une série de choses, et tout va être bouleversé par des événements très durs, parce que les études de médecine, c'est humainement, ça peut être très dur. On a eu ici des journalistes qui ont fait pendant 6 mois un film sur les étudiants en médecine qui est passé sur Arte il y a 2 ou 3 ans, et qui montre combien c'est difficile pour des jeunes qui arrivent en D2 de faire une nuit en réanimation, leur première garde en réanimation, 3 morts. Donc c'est très dur. Alors il faut leur apprendre l'autonomie, l'esprit de synthèse, l'esprit critique, et surtout une chose la plus importante de toutes, c'est de questionner, c'est-à-dire de ne pas accepter ce que les maîtres enseignent sans questionner, poser des questions et même mettre en cause l'enseignement ou les choses établies. Et si vous regardez l'histoire des récents prix Nobel de médecine, c'est presque toujours des gens qui ont été contre les courants principaux. Donc cette formation personnelle passe par une initiation à la déontologie et à une démarche éthique. La démarche éthique, elle commence dès qu'on rentre dans une chambre de malade. C'est-à-dire qu'un étudiant rentre dans une chambre de malade, et maintenant on l'a mis dans notre programme de sémiologie, on l'a inclus dans le programme optionnel dont parlait Christian Hervé, que les étudiants de Détroit ont à partir des patients eux-mêmes et à partir des associations de patients qui disent leur ressenti des patients. On rentre dans une chambre, on est étudiant, on dit je m'appelle, on regarde le patient, on lui dit je vais l'examiner, on lui dit au revoir, bonjour, etc. Ça a l'air de rien, mais beaucoup de nos étudiants, malheureusement, au tout début, ne savent pas ces choses élémentaires qui sont quelque part une maltraitance ordinaire, certes bénigne, mais qui est mal ressentie par les patients. Donc, les études médicales, c'est avant tout, après les aspects professionnels, après les aspects recherche, c'est une formation personnelle. Et au bout de 10 ans, nous avons des étudiants qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui étaient là à 18 ans. Quelques mots du serment d'Hippocrate. D'abord, Anne, ou je ne sais pas qui a dit, c'est même Christian, Hippocrate a existé. Il a existé. Certes, le corpus hippocratique n'a pas été entièrement écrit par Hippocrate, ça se met probablement sur 1 ou 2 siècles, mais les philologues nous apprennent qu'il y a des textes qui viennent certainement d'un seul auteur, et ces textes, c'est des aphorismes et puis d'autres textes qui sont véritablement de la main d'un seul auteur, et certainement Hippocrate a existé. Il existait dans un temps où il n'y avait pas d'école de médecine. Il n'y avait pas d'école de médecine comme maintenant, c'était un apprentissage par compagnonnage. Il y avait certes quelques écoles à Alexandrie et Cyrène, etc., mais ce n'était pas du tout structuré comme maintenant. Et donc pratiquement n'importe qui pouvait devenir médecin, et il y avait énormément de charlatans dans la Grèce antique et dans la Rome de Galien. Et c'était une des raisons pour lesquelles il a sorti le serment d'Hippocrate. Alors, à la chute de l'Empire romain, je vous fais un petit historique, j'aime beaucoup l'histoire, à la chute de l'Empire romain, le serment est oublié comme tous les écrits qui ont été souvent détruits d'ailleurs par les talibans de l'époque, c'est-à-dire les chrétiens de l'époque qui à l'époque ont beaucoup... Mais il y avait les moines bénédictins qui étaient là. Les moines bénédictins au 6e, 7e siècle ont repris le flambeau du savoir antique
en particulier d'Hippocrate, de Galien, d'Aristote et d'autres, et l'ont transcrit. Et on voit réapparaître le serment d'Hippocrate au 7e siècle après Jésus-Christ. Puis, il n'est pas obligatoire. Et vous savez que la médecine a été faite par les moines du 5e au 12e siècle, pratiquement, jusqu'à la réforme grégorienne au 12e siècle. Et là, au 12e siècle, l'Église veut se désengager de la médecine, et à travers les ordres mendiants d'une part et la sécularisation des enseignants, on a fondé les universités. Et c'est avec les universités, à Paris, à Montpellier notamment, à Bologne, que le serment d'Hippocrate réapparaît et prend toute son amplitude. Alors, je ne me souviens plus quand il devient obligatoire, mais il est obligatoire. Alors, je pense qu'il est obligatoire en France. Mais les représentants du Conseil de l'Ordre vont peut-être nous... Dans tous les cas, chez nous... Internet dit non, mais Internet dit beaucoup de choses. À l'étranger, il y a des endroits où ça n'est pas obligatoire. Donc, les éléments les plus importants, et malheureusement, on voit, je ne dirais pas quotidiennement, je ne veux pas faire... Mais on voit parfois ne pas nuire, hein, le secret médical. Il m'arrive de voir dans des staffs nommer le patient devant 25 personnes. C'est absolument inacceptable. Les soins aux indigents, les sans-papiers, bon. Et puis les honoraires. Je ne demanderai pas plus que mon art, et ça, Dieu sait si parfois c'est... Donc il y a un travail considérable à faire sur la formation de nos étudiants. Je dis aux étudiants fréquemment, il n'est pas éthique de ne pas savoir. En effet, quand vous ne savez pas, vous faites perdre des chances aux malades. Donc l'éthique est vraiment au centre des études de médecine et doit être de façon évidente soutenue par la faculté, institutionnalisée à travers des enseignements que j'espère un jour pouvoir rendre obligatoires, parce que c'est un problème de bras, si vous voulez, et d'enseignants. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire sur le serment d'Hippocrate. Alors, il n'a pas de valeur juridique, mais il a plus qu'une valeur juridique, il a une valeur morale. Et je vous assure qu'on peut, devant un tribunal, certes, on va dire non, le tribunal peut dire ça, mais il y a une puissance morale. Il n'y a pas de constitution en Angleterre, et pourtant, c'est une valeur morale qui doit être absolument maintenue. Alors, le Code de santé publique, lui, est opposable juridiquement, et il y a des articles du Code de santé publique qui sont tout à fait complémentaires du serment d'Hippocrate. Donc, mais alors, dernier point, lorsqu'on a mis, à la suite d'une interpellation de notre ami Korkos, qui est un pédopsychiatre qui faisait un colloque sur l'eugénisme auquel je participais, je propose au conseil de gestion de discuter de ça. Et là, surprise, des personnes qui n'ont jamais ou qui parlent jamais sont mis à parler, et on n'a pas du tout pu se mettre d'accord. Il a fallu créer une commission pour qu'on élabore un texte, qui n'est pas encore adopté, mais qui sera une source de discussion pour l'avenir. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de votre attention. Moi, je suis Martine Ayache, la doyenne de la faculté de pharmacie de notre université. On a 4500 étudiants qui étudient dans notre faculté. Et c'est l'une des premières facultés de pharmacie qui a été créée en tant qu'école en 1803, en même temps que l'école de pharmacie de Strasbourg et celle de Montpellier. Alors, nous faisons prêter un serment à nos étudiants. Ça n'est pas le serment d'Hippocrate, c'est le serment de Galien, qui passe pour être le père de la pharmacie, parce que ce médecin, au début de notre ère, s'est beaucoup attaché à la fabrication des remèdes et à écrire, une espèce d'ancêtre de la pharmacopée, à écrire toutes les modalités d'utilisation de tout ce que la nature nous fournit, végétaux, minéraux, animaux, pour préparer des remèdes. Donc nous prêtons le serment de Galien. La première phrase de ce serment, c'est « Conscient de mes devoirs et de mes responsabilités, je fais le serment devant mes maîtres de servir les malades selon les règles de l'éthique, de la probité et de la dignité. » Donc on retrouve vraiment les préoccupations éthiques dont nous venons de parler.
Alors, j'ai retrouvé cette notion de serment à partir du Moyen Âge, où la profession d'apothicaire, celui qui préparait les médicaments, s'est différencié de la profession de médecin. À un moment donné, on s'est dit qu'il était préférable que deux personnes différentes fassent la prescription et préparent le remède, également à cette époque-là l'administre, car évidemment, il y a toujours une arrière-pensée, un médicament, un remède, c'est toujours potentiellement un poison. Et malheureusement, on le vérifie encore à l'heure actuelle. C'est souvent une question de dose. Donc, il est évident que c'est particulièrement important, et c'est une obsession chez les pharmaciens, c'est particulièrement important d'administrer au patient exactement ce qu'on pense qu'on lui administre. Pas une dose supérieure, pas une dose inférieure, pas un produit qui est avarié. Tout ça, c'est vraiment le cœur du métier de pharmacien. Et donc, ils ont commencé à prêter serment à partir, je crois, du XIIIe siècle. Et ils étaient très sévèrement contrôlés. Il fallait que les préparations, les remèdes soient conservés, puissent se conserver longtemps. Et quelquefois, lorsqu'il y avait une malfaçon, qu'on retrouve beaucoup à l'heure actuelle dans certains pays, eh bien, quand il y avait une malfaçon, les sanctions étaient très très sévères, et quelquefois les apothicaires le payaient de leur vie. Et la profession a continué à évoluer, mais à rester très 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 liée à la médecine, et c'est vraiment à la fin du XVIIIe siècle que la profession de pharmacien a été réellement séparée de la profession de médecin, avec une formation qui lui était propre. Et cela si vous voulez, a abouti à la création des écoles de pharmacie par Napoléon en 1803, dont je vous ai parlé à l'instant. Et je voudrais évoquer un personnage que moi je trouve très très attachant de cette époque, qui est Parmentier, dont on va fêter le bicentenaire de la mort en 2013. Parmentier était un pharmacien militaire, et il a fait une œuvre mais vraiment considérable. En particulier, il s'est intéressé à la malnutrition, il a essayé de lutter contre la famine, avec la pomme de terre, certes, mais avec beaucoup d'autres moyens. Et puis aussi, il a eu une action très importante dans l'organisation du circuit du médicament, enfin des remèdes à cette époque-là, circuit en particulier pour les campagnes militaires pendant les campagnes napoléoniennes. Donc on voit bien là les préoccupations du pharmacien. Alors après, cette profession a beaucoup évolué à cause du fait qu'on a arrêté finalement de s'attacher à des préparations qui contenaient de multiples principes actifs, de multiples molécules, et dont on n'arrivait pas vraiment à contrôler le contenu. L'exemple, c'est la digitale. Quand on fait une infusion de fleurs de digitale, eh bien, effectivement, ça a une action bénéfique dans l'insuffisance cardiaque, mais à certains moments de la floraison, eh bien, l'infusion, la même infusion, eh bien, elle contient une dose toxique, et un certain nombre de patients ont payé de leur vie ces infusions dont on ne savait pas exactement ce qu'elles contenaient. Donc on arrive à extraire les principes actifs des végétaux, bien sûr, mais aussi des minéraux et quelquefois des animaux, et on connaît mieux leur constitution, et surtout leur constitution chimique. Et je pense que 1825, avec la première synthèse de l'aspirine, c'est un moment important. Il y a eu toutes les extractions des alcaloïdes, et on en arrive finalement à l'industrialisation de la préparation du médicament, et à ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Cette industrialisation, elle a démarré doucement au XIXe siècle, et puis elle s'est beaucoup intensifiée au XXe siècle. Alors qu'en est-il maintenant, finalement? À quel moment le pharmacien va intervenir pour être le garant de l'effet bénéfique du médicament chez le patient? Eh bien, il va intervenir
dans l'industrie pharmaceutique, et on a cette caractéristique particulière, c'est particulier à notre pays, d'avoir un pharmacien responsable qui est le seul à permettre qu'un lot de médicaments puisse être délivré pour ensuite être prescrit et administré à des patients. Donc ce pharmacien responsable, il est le garant de la qualité du médicament. Il va dire, bon, dans tel médicament, il y a telle dose de tel produit, je puis le garantir, avec bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, des procédés d'assurance qualité, des chaînes qui sont extrêmement complexes. Et puis, le pharmacien d'officine, effectivement, c'est quelquefois le premier interlocuteur du patient. Il va écouter le patient. Donc, je pense que c'est important que nos étudiants aient des contacts avec les patients, et ils l'ont en 5e année de pharmacie, puisqu'ils font une année hospitalo-universitaire. Ils vont tous les matins à l'hôpital, dans des services cliniques, de manière à se familiariser avec ce contact avec les patients et à travailler avec, en particulier, bien sûr, les médecins, les professions médicales. Et donc, le pharmacien d'officine, il va délivrer le médicament et il va contrôler effectivement que le patient prend bien son médicament, qu'il assure une observance. Et puis, il y a quelque chose qui est nouveau et que je trouve extraordinairement positif, qui a été mis en route par l'actuelle présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, Isabelle Adno, c'est le dossier pharmaceutique. Ce dossier pharmaceutique, il permet, à l'aide de la carte vitale du patient, de savoir quels sont les médicaments qu'il a pris dans les 4 mois précédents. Et ça évite toute une série d'erreurs, évidemment, parce que certains médicaments sont incompatibles les uns avec les autres. L'exemple le plus flagrant, ce sont les traitements anticoagulants qui peuvent faire saigner si on prescrit en même temps un anti-inflammatoire. Et quelquefois, les prescriptions se font sans qu'on sache que le patient est sous anticoagulant. Donc ça, c'est un progrès. Et puis, il y a les nouvelles missions du pharmacien qui sont issues des lois HPST, où il va pouvoir assurer un suivi thérapeutique dans les maladies chroniques, dans un certain nombre de cas. Je voudrais, si vous le voulez bien, faire une ou deux petites réflexions sur les grands scandales, sur les problèmes où effectivement le médicament n'avait pas la qualité qu'on aurait voulu qu'il ait. L'affaire du sang contaminé, si on réfléchit un petit peu, c'est un médicament biologique et on n'a pas voulu pendant des années le considérer comme un médicament. Donc il n'a pas été soumis au même contrôle tatillon, je dois bien le reconnaître, un petit peu obsessionnel. Et au moment de l'épidémie de HIV, eh bien, il n'y a pas eu la rigueur nécessaire et la réflexion et l'intégration aussi des connaissances nouvelles, parce qu'il y a eu un délai dans l'utilisation de nouveaux tests qui auraient pu permettre de déceler la présence du virus. Donc là, on voit bien, maintenant avec le recul, c'est relativement facile, mais on voit bien à quel moment, dans la préparation des fractions plasmatiques, ce sont des médicaments en fait, ce sont des médicaments biologiques, on voit bien que la rigueur pharmaceutique a quelque chose de très très positif pour le patient. L'affaire du Mediator, c'est une mauvaise utilisation. C'est une prescription d'une molécule à mauvais escient, avec les effets indésirables qui ont été rapportés partout. Et plus récemment, le problème des prothèses mammaires. Eh bien, moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les médicaments sont très, très contrôlés. On fait très attention. Et malgré ça, il y a quand même des problèmes de pharmacovigilance, mais les dispositifs médicaux n'ont pas la même réglementation. Et comme vous avez pu le constater, eh bien, on a vendu ces prothèses mammaires qu'on mettait à l'intérieur du corps des femmes, sans que ce qui avait le liquide qui était à l'intérieur de ces prothèses ait été contrôlé. Donc voilà, j'essaye de vous convaincre que cette rigueur pharmaceutique est très très importante pour la santé du patient, et que pour nous, c'est l'éthique de notre profession, et qu'on est très attentif à tout cela. Merci. Je suis donc le doyen de la faculté de chirurgie dentaire.
Alors, puisqu'il faut faire un peu d'histoire, je crois que c'est important de faire un peu d'histoire par rapport à ce qui va s'appeler demain la médecine bucco-dentaire. C'est une directive internationale les normes ISO, hein, qui vont faire en sorte que ce terme va se substituer aux autres termes chirurgien-dentiste qui rappellent les arracheurs de dents, n'est-ce pas? Et justement, pour arriver à ce terme d'arracheur de dents, eh bien, il n'y avait rien de plus spectaculaire dans l'histoire de la chirurgie dentaire que de réunir une troupe assoiffée de sang et jouissant de la douleur d'un patient quand tu lui extrayais les dents, n'est-ce pas? C'était vraiment spectaculaire. Et pourtant, sous Louis XIV, il y avait déjà un auteur dont pas mal de collectionneurs de livres anciens recherchent les 2 tomes réunis, qui valent une fortune, mais qui ne valent pas cher quand ils sont séparés. Il s'appelait Pierre Fauchard. Alors, si vous avez la curiosité de lire l'ouvrage de Pierre Fauchard, eh bien, vous verrez que malgré, disons, l'absence des progrès que nous observons, bien entendu, ces temps-ci, il avait déjà bien compris les principes de ce que ça s'appelle un écosystème dans l'organisme. C'est un livre très, très intéressant, assez moderne malgré tout, en tenant compte, bien entendu, des progrès des sciences que je vous invite à lire. Mais pendant ce temps-là, et ça pendant des siècles et des siècles, là, j'entends que la pharmacie... On a commencé à étudier la pharmacie au début des années 1800. Eh bien, l'étude en odontologie date de 1 siècle et 2 ans, 1910. Et l'odontologie est entrée dans le corps universitaire il y a moins d'1 siècle, 1970. Vous voyez que les représentations sont tenaces et pourtant, il existe parmi les odontologistes des gens qui sont éminents. Nous en avons un qui avait été formé par cette université Paris-Descartes et qui est devenu honoris causa de cette même université parce qu'il est devenu citoyen américain et qui est aujourd'hui titulaire de chaire à la maladie osseuse à l'université de Harvard. C'est un dentiste. Il existe des dentistes qui sont, je crois, chez toi, Martine, qui sont aussi directeurs d'unité INSERM. Donc, on peut arriver quand même... Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire. En fait, l'odontologie souffre de pas mal de représentations et malheureusement, ces représentations existent non seulement au niveau des patients qui en ont peur parce qu'ils ont peur qu'il leur fasse mal, bien sûr, sans savoir, et ils n'attendent que ça, qu'on les soulage. Et puis avec, disons, la culture de l'apparence excessive, on va finalement médicaliser un petit déplacement minime que si on le traitait, il entraînerait des dégâts certainement plus importants. Et bien entendu, il faut disposer de cette culture scientifique que Patrick Berch a évoqué précédemment. Mais il existe quand même des problèmes d'ordre éthique. Et je vais vous poser un problème, puisque vous savez que ce que disait Patrick Berch à propos des méthodes pédagogiques se vérifie très bien. Chez nous, dans notre faculté, nous espérons entrer dans l'espace européen d'enseignement supérieur. Et dans l'espace européen d'enseignement supérieur, il est fortement recommandé de mettre le plus tôt possible l'étudiant en face des patients, ce qui n'était pas le cas en chirurgie dentaire. Pourquoi ? Parce que l'image de l'odontologie, jusque-là, c'est un praticien de la gestuelle et uniquement de la gestuelle, et non pas un médecin bucco-dentaire. C'est ce qui est tout à fait normal. Ce qui caractérise l'odontologiste ou le médecin bucco-dentaire, c'est que, tout comme le chirurgien, il finit par exécuter ce qu'il prescrit. C'est-à-dire qu'il a aussi ses dispositifs médicaux. Et là, on peut parler, par exemple, de certains dispositifs médicaux que vous connaissez, dont on a fait grand bruit dans la presse, en particulier l'amalgame dentaire. Un amalgame, bon, c'est l'association d'un alliage, quel qu'il soit, avec du mercure. Et bien entendu, on a traité de tous les noms cet amalgame dentaire qui n'est aucunement nocif pour le patient, mais qui a la particularité d'être nocif pour l'environnement. Mais je n'avais pas bien compris ce que ça voulait dire. Et comme il était très fortement interdit dans les pays scandinaves, et là on voit bien le rôle de la société dans des situations comme celle-ci, j'ai demandé pourquoi il était si interdit que ça, puisque vous-même, bien entendu, vous
vous ne contestez pas son caractère dangereux vis-à-vis des patients. Ils m'ont dit, nous, notre culture, c'est d'incinérer nos défunts. Et quand on incinère nos défunts, et alors, il y a énormément d'articles, alors là je confesse mon ignorance sur ça, sur ce problème environnemental qui font que l'incinération crée justement des problèmes d'ordre écologique, justement liés à ces amalgames. Mais ce n'est pas réellement le fait de traiter des patients avec de l'amalgame. Bien au contraire, l'amalgame a de bonnes vertus pour des patients, quel que soit d'ailleurs leur statut social. Je dois le dire, quel que soit leur statut social. Parce que là aussi, on choisit des procédures médicales en fonction du statut social d'un patient. Là aussi, le serment d'Hippocrate s'applique parfaitement, dire exactement ce qu'il faut dire. J'ai un autre problème, c'est le problème justement des recommandations de la société. Vous parliez de la société, des lois de la société, des recommandations de la société. Et je vous le soumets puisque, vous savez, il existe parmi les méthodes pédagogiques ce qu'on appelle l'apprentissage par problème. Eh bien, je vais vous soumettre un problème. J'ai lu, et vous pouvez le lire vous-même, il est paru mercredi dernier dans un journal professionnel, l'Information dentaire, qu'on se félicitait d'envoyer des étudiants qui avaient à peine une année de formation dans des zones dépourvues, enfin dans des déserts, ce qu'on appelle des déserts sanitaires. Vous pouvez le lire. C'est une faculté qui envoie des étudiants de 2e et 3e année clinique. Et il est bien précisé dans l'article, c'est avant tout pour répondre à la désertification sanitaire. Je vous soumets ce problème et on peut en discuter. Voilà. Et ça, c'est lié à ce que nous vivons ces temps-ci, c'est-à-dire la désertification sanitaire où on essaye de trouver les moyens de faire en sorte de placer les médecins. Vous avez tous entendu parler de ça. On crée des maisons médicales, on facilite financièrement l'installation des praticiens. C'est valable pour tous les corps de métier de la santé. Enfin, disons, j'ai un souhait, c'est que, par exemple, ce que propose Patrick Berge sur, structurer un programme sur l'éthique, la déontologie, etc., soit interdisciplinaire, soit une discipline transversale de toutes les professions de santé, qu'on ne fasse pas chacun chez soi mais je pense à la future université Sorbonne-Paris-Cité, bien évidemment. Voilà. Je suis Françoise Nguyen et je dirige l'école de sage-femme de Baudeloc, qui est une école qui a été première école nationale qui a été créée en 1802. Et en fait, je tiens vraiment à remercier Monsieur Hervé de m'avoir invité à participer à cette conférence. D'une part, parce qu'on a eu pas mal d'échanges, un peu tous les deux, aussi concernant l'apprentissage de l'autopsie pour les étudiants. Et là-dessus, les étudiants sages-femmes avaient demandé à avoir cet enseignement. Et c'est vrai que, à mon niveau en tant que directrice, ça m'avait posé problème, puisque c'était un peu une première. C'était un peu une première pour moi. Et ces étudiants, suite à leur première année médicale, donc en PCEM1, puisque c'était des étudiants de PCEM1, et suite aux enseignements qu'ils avaient reçus de l'équipe de Monsieur Hervé, donc avaient constitué un document avec leurs souhaits, des objectifs pédagogiques par rapport à ça et la manière dont ils souhaitaient aussi pouvoir respecter ces corps de ces personnes défuntes. Et puis d'autre part, on avait eu une conversation aussi qui était très intéressante sur la pratique des touchés vaginaux au bloc opératoire par les étudiants. Et il y avait des choses quand même assez choquantes qui étaient pratiquées, alors qu'en fait, on pouvait, en tout cas de notre point de vue, ça pouvait complètement être assimilé à un viol, puisqu'en fait les femmes sont endormies et sans leur demander leur consentement, les patientes peuvent être examinées. Donc en fait, pour la formation des sages-femmes, les jeunes sages-femmes diplômées prêtent serment au moment de la délivrance du diplôme d'État. Donc c'est un rituel, c'est pas une obligation. Parfois elles le font en choisissant dans leur promotion un article du Code de déontologie des sages-femmes, qui lui-même est inscrit dans le Code de la santé publique, donc qui est opposable, où elles lisent un serment d'Hippocrate qui a été un peu aménagé, qui a été réécrit par un groupe de sages-femmes.
moi, ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'est que entre la version d'origine et le serment médical prononcé aujourd'hui, en fait, il s'agit d'une promesse. C'est « je promets », c'est « je jure ». Et c'est en plus déjà de la prescription de la loi, en tous les cas pour les sages-femmes, de tous ces articles du Code de déontologie que nous devons respecter en tant que sages-femmes. Donc en fait, on se rend compte que les textes réglementaires pourraient tout à fait suffire en soi à encadrer et à sanctionner toutes les dérives qu'on pourrait être amené à faire volontairement ou involontairement, et que ces mêmes textes offrent également des préceptes moraux, et comme le fait de ne pas aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, et que la loi encadre, c'est la loi qui encadre, et la loi qui sanctionne, mais elle ne remplace pas la promesse, le « je promets ». Donc la loi s'impose à nous, mais elle change, et elle peut évoluer au cours du temps. Par contre, la promesse que j'ai faite en début d'exercice, elle demeure. Et bien entendu, cette promesse ne se confond pas avec celle du politique. Celle-ci dépasse le statut de parole. La parole exclut toute excuse de ne pas faire ou de mal faire, car dans ce cas, je ne promets plus, mais je m'engage dans la mesure des possibles. Et l'autre supériorité du serment sur la loi réside dans une certaine universalité. Donc tout à l'heure, on parlait aussi du fait que ce n'est pas un serment national et qu'on ne va pas uniquement s'occuper des personnes de la même nationalité que nous. Donc cette universalité est vraiment importante, alors que la loi est variable. Donc la promesse, elle vaut partout et toujours, quelles que soient les personnes que nous avons en face de nous pour les soigner. Et nous avons conscience à la lecture du serment d'une certaine difficulté à l'honorer intégralement à la lettre, et pourtant ce serment existe. Néanmoins, pour l'ensemble des professions dites de santé, la promesse médicale est bien l'expression d'un don au travers du soin prodigué pour alléger la souffrance de tous les hommes. Et dans la formation de sage-femme, en fait, on a commencé l'enseignement d'éthique véritablement de façon académique dans le programme de 2001. Et c'est vrai qu'on est passé de l'enseignement de la responsabilité juridique à la responsabilité morale. Donc on a plusieurs outils qu'on utilise, tels que l'apprentissage du raisonnement éthique. Donc c'est à la fois de faire exposer aux étudiants qui sont en stage toutes les difficultés qu'ils rencontrent, de la plus simple à la plus compliquée. Et c'est vrai que c'est aussi de l'observation des professionnels qui les encadrent, qui peut aussi les aider à se poser des questions et avoir des doutes. Et cette idée, c'est aussi de se poser des questions plutôt que forcément d'avoir des réponses. Parce que les contraintes des hôpitaux, des services sont telles que parfois à la fois la charge mentale des professionnels ou la charge de travail des professionnels fait que des soins ne sont pas toujours très bien faits. Donc cette idée de doute et cette idée d'être capable de se poser les bonnes questions, non pas pour dire que toutes les choses sont mal faites ou de dire qu'on sera capable de faire mieux que les autres, mais en tous les cas de se repositionner en tant que futur professionnel. Donc en tous les cas, dans la formation des sages-femmes, ce qui nous semble important, c'est vraiment d'avoir une discussion sur le projet de naissance. Et c'est vrai que ça a été beaucoup de discussions parce qu'on était très prescriptif et qu'on décidait à la place des femmes enceintes. Et que le fait qu'il y ait eu cette parole d'usager qui était donnée, et notamment au travers de la loi du 4 mars 2002 sur l'information des patients, ça a été vraiment un changement radical dans notre façon de former. Et de pouvoir, avec les étudiants, travailler sur l'intimité et la pudeur, parce que nous, on a vraiment un métier très particulier, hein, on est vraiment tout de suite dans l'intime des gens. Et puis de considérer aussi l'accompagnant, alors l'accompagnant futur père ou accompagnant parce que la femme est seule, mais en tous les cas de se dire qu'on composait à la fois avec une femme enceinte, un futur enfant à naître, enfin un enfant à naître et un accompagnant. Et puis, dans notre particularité, dans nos spécialités, il y a la gestion de la douleur. Donc, ça n'a pas été simple avant déjà l'apparition de la péridurale. Et puis, même après, puisqu'en fait, l'idée de la péridurale, on pourrait aussi considérer que la péridurale est un bâillon moderne. Donc, c'est une façon de faire taire les femmes. Et qu'en fait, on n'est pas uniquement en face de la douleur, mais on est aussi en face des souffrances et des discours, ou en face aussi des non-dits. Et puis, tout ce qui concerne les gestes de l'accouchement, des choses parfois très intrusives que les futurs étudiants doivent travailler. Et puis cet accueil du nouveau-né, donc du nouveau-né vivant, et puis parfois du nouveau-né décédé.
Et puis toutes les questions autour de l'allaitement, mais je vous donne quelques exemples, ce n'est pas forcément exhaustif. En tous les cas, pour nous, c'est vraiment de travailler autour de la demande d'écoute et d'information, alors que la plupart des femmes ne sont pas malades. Donc c'est encore une demande qui est particulière. Et surtout la demande de dignité et de respect, et notamment par rapport à la pudeur et l'intimité. Donc on expose aussi au travers de cet apprentissage de l'éthique une lecture un petit peu différente du code de déontologie, parce qu'on pourrait se dire on est simplement obligé d'appliquer le code de déontologie, mais tant qu'à faire, c'est important de pouvoir se l'approprier et d'en faire des principes moraux pour chacun des futurs professionnels et pour chaque individu en tant que tel. Donc trois chapitres importants, c'est les devoirs envers les patients et les nouveau-nés, le devoir de confraternité entre professionnels sages-femmes et le devoir de confraternité envers les autres professions de santé, parce qu'il s'agit de travailler ensemble et de travailler en équipe. Il y a un autre exemple aussi qui est important en obstétrique et en périnatalité, c'est l'exemple de l'échographie obstétricale, parce qu'on est particulièrement intrusif, puisqu'en fait, on va porter un regard sur une vie en devenir qui va être soumis à l'interprétation de ce même regard, et que par rapport à ça, on est aussi dans le dépistage, mais on peut être aussi dans le diagnostic anténatal, et que l'ultime recours, ça serait éventuellement d'interrompre la grossesse. Mais là, on est sur un autre sujet, puisque on est aussi sur cette idée qu'on doit aussi travailler sur la clause de conscience. Je vous remercie de votre attention. Mon nom est Philippe Tougourdeau, je suis médecin. Et ce thème du serment d'Hippocrate m'a éveillé un sentiment d'amertume fort que j'ai ressenti pendant toute ma carrière. Car il y a plus de 30 ans, j'ai soutenu ma thèse dans cette vénérable université ici. Et j'ai très mal perçu, j'étais très frustré de ne pas pouvoir prêter le serment d'Hippocrate moi-même, car nous étions 10 à soutenir cette thèse et c'est le plus âgé qui l'a fait. Je pense qu'après 10 ans d'études très prenantes, avoir une carrière d'engagement, j'aurais aimé avoir la possibilité, ces quelques minutes d'initiation, de ce rite initiatique, de passage vers une carrière prenante. Et si ce n'est toujours le cas, je souligne ce fait qui est une frustration pour des gens qui donnent beaucoup d'eux dans toute une vie. Le deuxième point est que tout ce qu'on a vu aujourd'hui est très philosophique, littéraire. Et je regrette, par expérience, pour l'avoir ressenti, que la sélection des étudiants en médecine se fasse exclusivement sur des esprits mathématiques. Et je pense qu'un panachage, comme c'était autrefois, permettrait un certain équilibre philosophique, éthique et plus agréable et littéraire dans notre société médicale. Et c'est deux réflexions que je suis content de pouvoir apporter ce soir. Merci, monsieur. Alors, je vais vous répondre de façon curieuse, je dirais. J'ai eu exactement, dans cette même faculté, le même souvenir que vous, sauf que c'était le plus jeune qui prêtait serment, et c'était moi. Et donc, je comprends parfaitement, et nous avons actuellement, sauf erreur de ma part, je pense que tous nos étudiants prêtent serment individuellement. On essaie de faire des thèses individuelles, et tout, à ma connaissance, hein, je peux me tromper, mais je crois que c'est comme ça. Donc je suis tout à fait sensible, parce que, si vous voulez, c'est la première fois qu'après 10 ans d'études, quelqu'un parle en son nom, et en plus prête serment, et intègre une profession. Donc c'est un acte solennel qui a une grande valeur, à mon avis, morale, et c'est très important. Les gens s'en souviennent toute leur vie, la famille est là, enfin, il y a toutes sortes de rituels qui sont très importants. Alors, la deuxième question, c'était... Alors, c'est la quadrature du cercle. Si vous voulez, on est dans un système où, pour des raisons historique et avec un blocage complet des étudiants et de leurs parents, on ne peut pas faire une présélection. Et la présélection, alors
moi, je pense qu'il faut faire une présélection sur interview et éventuellement sur le cursus des 2 ou 3 dernières années, en permettant donc mettons, au lieu d'en prendre 3000, on en prendrait 1500, et ensuite on aura un numerus clausus qui donnerait un enseignement de bien meilleure qualité. Pour l'aspect, le problème littéraire, il est résolu dans d'autres pays de la façon suivante. Un littéraire excellent qui veut faire médecine, on lui dit de faire un petit complément, ils font un deal et ils font un complément, il faut des bases quand même scientifiques assez importantes. Une des solutions, elle vient d'une réforme qui vient d'être faite et que je soutiens très fortement, c'est ce qu'on appelle les passerelles P2. C'est-à-dire vous êtes dispensé de la première année. Vous pouvez, alors on a augmenté considérablement cette année le nombre de passerelles P2. J'ai été le président du jury pendant 2 ans pour l'Île-de-France. Alors on reçoit, mettons, 200 demandes avec une lettre de motivation et puis un cursus de gens qui ont fait des études de sage-femme, des études d'infirmière. Et dans la dernière promotion, si je puis dire, il y avait quelqu'un qui avait fait l'ENS littéraire. On a pris 2 littéraires. Il y en avait très peu. Hein. On a pris 2 littéraires pour aller dans votre sens. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, d'autant plus qu'on a besoin de littéraire dans certaines disciplines, comme la psychiatrie, dans d'autres disciplines, on a besoin de formation. Donc, si vous voulez, on a beaucoup de mal à régler cette question parce que tout le monde est braqué sur un concours anonyme et en P2, on a parfois des étudiants qui n'ont pas l'empathie. Alors, pour être dans le président de ce jury, nous avons auditionné 70 candidats. Au moment où les candidats entraient, ils avaient 7 minutes et 7 minutes de questions, 7 minutes d'exposé. Ils devaient se présenter sous une forme libre. Au bout de quelques minutes, enfin dès le début, je dirais, on savait, on se trompe peut-être, qu'ils feraient d'excellents médecins parce qu'ils avaient l'empathie. On sentait qu'ils aimaient les gens. Parce que pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Et donc, moi, je crois que le système de l'interview pourrait beaucoup aider, mais les étudiants, les syndicats étudiants, ils sont formellement opposés parce qu'il s'agirait de népotisme, je ne sais pas de quoi. Et donc, on a beaucoup de mal à résoudre ce problème. Augmenter les passerelles, j'ai demandé au ministère d'augmenter les passerelles de P2 pour notre faculté. Bon, ils l'ont augmenté, mais pas de façon significative. Enfin, il y a quand même 30 ou 40 places de plus qui nous permettent de chanter le PES, qui est un concours actuellement d'abattage, où ça n'est pas de la bonne pédagogie. On sélectionne des étudiants pour leur capacité de passer un concours de mémoire, de capacité de travail, 12 heures par jour, samedi, dimanche compris. Et on a au final parfois des gens qui ont des très gros problèmes et qui abandonnent en médecine parce qu'ils pensent qu'ils se sont trompés. Donc je ne peux pas résoudre ce problème, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience que, comme dans tous les autres pays excepté la France, on n'a peut-être pas besoin d'un concours anonyme pour rentrer en médecine, comme pour rentrer à Dauphine, comme pour rentrer à Sciences Po et dans d'autres établissements prestigieux. Enfin, c'est ma position. Pardon. Pour compléter ce qu'a dit le doyen, j'ai posé, souvent on fait les mêmes propositions au conseil des facultés, et parce que j'ai donc moi fait des études où il y a à chaque fois un entretien, que ce soit à l'ENA ou à Sciences Po, et à chaque fois on m'a expliqué gentiment que c'était pas possible. Par principe, les étudiants ils sont absolument opposés, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en pratique derrière, il y a la peur que ce soit les fils de patron et qu'on soit médecin de père en fils. C'est la seule formation qui a mon... Oui, mais, enfin, nous à l'ENA, on avait fait ça aussi. Hein, il y avait aussi antécédents. Mais ils ne veulent pas. C'est vraiment un blocage complet et c'est un blocage idéologique sur lequel, à mon avis, personne n'osera revenir avant très très longtemps. Oui, bonjour. Claude Mézel, j'ai été médecin à la Pitié pendant 30 ans. Et n'ayant pas été nommé professeur, j'ai exercé en tant que consultant pendant 20 ans. Ça fait en tout 50 ans de médecine. La question que je me permets de vous poser, et en particulier au doyen Berche, est la suivante. Ne pourrait-on pas mettre une réinjection régulière tous les 5 ans des grands principes que vous avez énoncés, en particulier les valeurs morales, et faire comme dans l'éducation des plus jeunes, réinjecter régulièrement. Pourquoi je dis ça ? Je pense qu'il est de plus en plus difficile pour le médecin, quel qu'il soit, que ce soit un médecin universitaire ou un médecin de ville,
de suivre le mouvement scientifique et économique qui est autour de la santé. Aujourd'hui, la médecine est devenue biotechnique. Elle est devenue comptable. On a normalisé l'acte médical. On l'a codifié. Et on nous rajoute depuis quelques mois, pour les médecins de ville, je crois, pas encore pour les médecins hospitalo-universitaires, la performance. Alors, le discours que vous avez fait, moi, je me remplis d'aise. Mais si je me mets à la place des plus jeunes, et j'en vois encore, et j'ai le contact avec eux, je crois que c'est de plus en plus difficile. Et je pense qu'il faut absolument, et je suis très content d'être venu, j'avais déjà écouté le professeur Hervé dans ma commune à Bourg-la-Reine il y a quelques années sur ces problèmes, et je suis revenu ici parce que je pense que la faculté et l'université René Descartes pourraient donner le ton pour l'ensemble des universités françaises. Écoutez, je bois du petit lait sur ce que vous dites, c'est quand même difficile, il faudrait l'intégrer dans la formation continue, peut-être. Mais actuellement, je suis entièrement de votre avis. Vous savez que du temps d'Hippocrate, il existait deux écoles, l'école de Cos, qui était l'école d'Hippocrate, et l'école de Cnide. Et l'école de Cnide, pour faire simple, ce sont les spécialistes d'organes, ils regardent l'organe, mais pas l'être humain. Et l'école de Cos, c'est holistique, on regarde le patient. Donc, actuellement, on voit le triomphe de l'école de Cnide. Et c'est un de nos problèmes. Et donc, moi, je pense que effectivement, moi, je vois personnellement des dérives, je ne dirais pas énormément, mais il y a des dérives régulières. Le serment d'Hippocrate est bafoué vraiment très fréquemment, à l'hôpital, ailleurs. Il est pour des petites choses, mais donc le valoriser le plus possible, rappeler le secret médical qui est bafoué presque tous les jours. Vous avez des gens, je me souviens, j'étais au début du HIV, les résultats HIV avec le nom du patient positif, ils étaient comme ça, ils traînaient sur les bureaux, tout le monde pouvait les consulter. Donc il y a eu beaucoup de dérives. Après, ça s'est régularisé, mais il y a eu beaucoup de dérives. Donc moi, je bois du petit lait, je pense qu'il faudrait l'intégrer d'une façon ou d'une autre, mais le problème, c'est la réticence. Est-ce que, encore un examen de cette faculté qui nous a tellement embêtés pendant nos études de médecine, il y a un petit rejet après les 10 ans d'études, peut-être moins maintenant, mais qui est encore perceptible. Oui, alors, docteur Rousselot, je suis conseiller national de l'Ordre des médecins. Bon, ça a l'air de passer. Vous êtes le bienvenu. Je venais vous faire des propositions de service, parce qu'on a parlé des textes qui sont prononcés, et je reviendrai sur l'émotion en effet qu'on a à le prononcer, ce texte. J'en ai prononcé un avant le texte de M. Erny. M. Erny en a prononcé un autre. Tous les médecins reçoivent le code de déontologie et le texte du serment y apparaît, et c'est encore un autre. Donc, c'est utile de savoir ce qui apparaît et disparaît, et en effet, dans quel ordre les choses apparaissent à ce niveau. Bon, ça c'est pour le texte du serment. Il fait partie du Code de la santé publique depuis peu, mais contrairement, madame, ce que vous avez dit, ce n'est pas opposable. Ne me demandez pas pourquoi, c'est notre juriste qui m'a expliqué ça. Enfin, à mes yeux, quand même, que étant dans le Code de la santé publique... Non, c'est madame Guyenne. C'est madame Guyenne qui a dit que c'était opposable, et ça ne l'est pas. Mais pourquoi, je ne sais pas. Hein. Alors, je voulais vous dire qu'il y avait une réflexion qui avait été faite au niveau du CEM, c'est la Conférence européenne des ordres des médecins, qui a cherché pendant des années a réfléchi pour un code européen, et en s'apercevant que ce n'était pas possible. Entre les sociétés du nord de l'Europe et celles du sud, de l'est et de l'ouest, il y a trop de différences, et un code, on n'y arrivera jamais. Par contre, sur des principes éthiques, il y a une réflexion commune qui peut être menée, et au mois de mai de cette année, de 2011, juin, il y a eu une réunion de cette CEM à Kos, et 12 principes d'éthique ont été adoptés par combien de pays ? Une quinzaine de pays européens. Et là, il y a vraiment une base de travail très, très intéressante qui a été établie.
Et je propose donc les services de la section éthique et déontologie du Conseil de l'Ordre, qui fait bien la différence entre l'éthique et la déontologie, pour participer à vos travaux. Hein. Et quant à l'émotion... Vous serez invité. Merci beaucoup. Quant à l'émotion de prêter serment, j'étais à Kos il y a quelques mois avec des non-médecins qui m'ont demandé qui était Hippocrate, comment ça se passait. Et j'ai donc reprononcé mon serment d'Hippocrate à Kos, à l'Asclepion. Et je dois dire que tout le monde s'est naturellement mis debout et qu'on était extrêmement émus les uns et les autres. Merci de ce témoignage. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Mathieu Piccoli, je suis étudiant dans cette faculté en Master 2 de recherche en éthique et je suis également interne en médecine générale. Je voulais remercier le groupe de travail pour les travaux qu'il a menés sur ce texte qui a une portée à la fois symbolique et également normative, même si elle n'est pas opposable. Et j'avais 2 petites remarques par rapport au texte que vous avez travaillé, parce que j'avais également assisté au conseil de faculté du 28 mars 2011 dans lequel il avait été discuté justement. Et donc ces 2 remarques, la première, c'est qu'il y a une notion qui figure plus dans votre proposition, c'est la question des limites de compétences du médecin. Le texte de 96 dit « Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences, je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés ». On a vu tout à l'heure que cette notion était éminemment actuelle avec l'apparition du développement personnel continu. Et comme l'a dit M. Hervé tout à l'heure, le premier devoir éthique, c'est la compétence. Et également, lors de ce fameux conseil de faculté, il avait été discuté de rajouter 2 éléments au serment de 96, qui, je pense, sont assez chers à de nombreux membres de cette assistance. C'était le recueil du consentement éclairé par le médecin, qu'il doit recueillir auprès de chaque patient, et également le respect de l'orientation sexuelle des patients. Alors, je voulais savoir s'il y avait un choix délibéré parmi ces 3 questions-là, ou si c'était plus pour alléger un texte que vous vouliez pas trop normatif. Je vous remercie. Alors, sur le paragraphe sur les compétences, honnêtement, il n'y a aucune volonté de le supprimer. Soit on a estimé que ça rallongeait trop le texte, soit on n'y a même pas pensé. Enfin, pour être clair, ça ne pose aucune espèce de problème. Ça, on va le remettre. Hein. Le consentement éclairé, de la même façon, il nous a semblé, mais apparemment c'est une erreur, que l'ensemble des paragraphes précédents, enfin l'ensemble des dispositions précédentes, trompons pas la confiance, ne prêterait pas le pouvoir hérité, suffisait. Mais honnêtement, ça nous paraît suffire. Même si ce n'est pas dit, toutes les notions qui sont au consentement éclairé nous paraissent être tout à fait comprises et implicites. Le respect de l'orientation sexuelle, alors là, on n'en a pas discuté. Je ne me souviens pas que le sujet ait vraiment été évoqué aussi clairement au conseil de fac. Moi, compte tenu, si monsieur le doyen le permet, je proposerais, après en avoir parlé au groupe de travail, de revoir et de reproposer au conseil de fac le texte avec les amodiations que vous y apportez, et on reposera la question. Il n'y a pas eu de volonté de notre part du tout de faire quoi que ce soit en la matière. Si c'est on va reposer la question et on en reparlera au groupe de travail, avant de faire une proposition au conseil de fac. Merci infiniment. Bonjour, Pierre Masselin, donc agenda 21 de l'Essonne. C'est un propos un petit peu de sujet, donc qui concerne notre soirée. Principalement au professeur Lévy. Je m'étonne que sur le plan législatif, on découpe le corps en petites parties et que la santé ne soit pas prise précisément d'une manière globale. Par exemple, les appareils auditifs, les dents justement, l'odontologie et la vision sont traités parents pauvres dans la prise en charge par les services officiels de l'État. Donc, je pense que les professions médicales auraient donc toute autorité à forcer le législateur à prendre en charge la personne humaine dans son ensemble. Parce qu'on parle de coûts, ce ne sont, à mon sens, pas les soignants ni les patients qui grèvent la charge sociale. Et merci, si vous pouvez répondre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On pourrait prendre le patient de manière holistique, mais à condition que la structure, la manière dont on envisage la formation des acteurs de santé en France
évolue aussi, parce que disons que si même on prend, alors là je vais parler sous le contrôle de Patrick Berche, hein, puisque si on prend par exemple les études de médecine, il arrive à un moment où quand on passe l'examen national classant, on s'engage dans certaines spécialités. Donc finalement, c'est pas loin de ce que l'on entend chez nous. Alors, d'un autre côté, moi, par contre, personnellement, je plaide pour des facultés de santé. Déjà, des facultés de santé. Des facultés de santé où se trouvent les différents instituts, avec, justement, quand je propose, par exemple, une formation transversale, c'est dans cet état d'esprit. Il y a des choses qui nous sont tout à fait communes. Prenons un autre exemple, parce que comme on a des temps limités, mais j'en profite maintenant, je saute dessus, mais un odontologiste est tout à fait capable d'aider un cancérologue pour déjà prédiagnostiquer un cancer général, puisqu'on connaît les propriétés de la salive et les travaux qui sont faits aux États-Unis, parce qu'ils ne peuvent pas être faits en France pour des raisons que j'ignore, n'est-ce pas, et qui posent de vrais problèmes éthiques. Vous voyez comme quoi ça se passe comme ça. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec vous de prendre le patient dans son environnement holistique. C'est bien, de toute façon, quand on regarde les facultés d'odontologie du nord de l'Europe, elles sont dans des campus de santé. Elles sont toutes dans des campus de santé. Et il y a des praticiens ou des unités d'enseignement qui sont communes pour ce qui concerne, par exemple, des troubles de l'état général qui ont un rapport direct avec le milieu bucco-dentaire. Par exemple, on sait que l'état du parodonte est un grand marqueur de troubles cardiovasculaires. C'est connu, si vous tapez dans la documentation scientifique dans PubMed, vous allez voir, ça regorge de publications là-dessus. Donc on voit bien que on voit bien justement ce que vous illustrez à travers votre question, c'est cette représentation qui consiste à compartimenter les disciplines, vous voyez, alors qu'elles devraient être justement travaillées en transversalité, en totale transversalité. Et vous savez, par exemple, il existe des modèles qui sont très intéressants pour comment on dit, les gens qui fabriquent les prothèses chez les praticiens, c'est l'articulation temporomandibulaire. C'est une merveille de complexité qui intéresse les gens qui traitent les genoux. Vous voyez, c'est pour vous dire que, comme quoi on a des choses à se... Il y a aussi un autre élément, on parlait tout à l'heure d'autorité et de sa racine latine d'autorité. Là aussi, il y a quelque chose qui est commun, alors cette fois-ci à toutes les professions de santé. Si on prend la racine latine d'autorité, elle veut dire, dans le fond, les philosophes vous le diront, aider à s'améliorer, aider à augmenter. Et là aussi, on arrive aussi à un autre problème, c'est justement le fait que l'on va donner à des patients, dans leur globalité, des compétences eux-mêmes pour prendre en charge leurs problèmes de santé. Et ça, il n'y a pas un praticien qui soit exonéré de ça, qui a beau être odontologiste, médecin, diabétologue, etc., etc. Ils sont tous investis dans cet état-là. Je suis totalement d'accord avec vous. Bonjour, alors je suis Madame Debru. Donc je suis d'origine philologue et historienne et je me suis consacrée beaucoup à l'histoire d'Hippocrate, du serment hippocratique. Je suis actuellement professeur émérite d'histoire de la médecine dans cette université. Voilà, donc j'ai été très sensible évidemment à la réflexion sur le serment d'Hippocrate, ou alors ce qu'on peut en faire aujourd'hui, mais en tout cas, il y a la volonté de garder une certaine continuité. On l'appelle toujours serment d'Hippocrate, quel qu'il soit à l'origine.
Donc il faut voir comment on peut arriver à conserver une continuité tout en développant, en adaptant tous les aspects, les détails pour qu'ils correspondent à la vie actuelle. Et c'est ce qui a été fait au cours de l'histoire d'ailleurs, hein. On n'a jamais vu autant de métamorphoses d'un texte dans l'histoire. Il a subi toutes sortes de métamorphoses. On a prié par Allah, par toutes sortes de dieux, et puis par tous les laïcs de la création, et il est resté. Alors qu'est-ce qui fait sa force et qu'est-ce qui fait sa résistance? Je crois qu'il faut y réfléchir si on ne veut pas l'effilocher. Et je crains que, en essayant d'y ajouter des petites bribes par-ci, des petites bribes par-là, en l'adaptant ici, on l'effiloche et finalement on l'effrite et il ne reste plus rien. Or, ce qu'on a entendu, c'est combien les médecins, au bout de leurs études, ont envie de cette solennité, de cet engagement et de cette émotion qu'ils éprouvent quand ils jurent le serment d'Hippocrate. Alors, quoi faire pour garder cette solennité d'un tel serment? Ce n'est pas le code de déontologie, ce n'est pas un autre document, c'est un serment avec un cadre, disons, de l'ordre religieux, enfin, en tout cas, très solennel. Alors je pense qu'il faut revenir à l'essentiel et retrouver les choses les plus simples, quitte à les adapter. Il me semble que dans ce serment, en dehors de tout ce qui concerne la transmission du savoir, il y a au fond 3 idées très simples, très compliquées, mais c'est 3 piliers. Le premier, c'est d'agir selon l'art. Au fond, j'agirai, je donnerai tous mes efforts. Le doyen Berche le sait, il connaît le texte par cœur, selon l'art. Et tous les écrits hippocratiques définissent ce que c'est que l'art. Actuellement, ça pourrait être l'état des connaissances, la meilleure façon de soigner, les connaissances. Enfin, on s'efforce de faire au mieux, et de se former toujours au mieux. Donc, je crois que cette idée-là, elle est un engagement qui vaut pour les médecins d'aujourd'hui, d'agir toujours au mieux, selon l'art avec le grand A. La deuxième idée, c'est d'agir pour le bénéfice du malade. C'est tout simple. Agir toujours pour le bénéfice du malade. Alors, on peut y mettre toutes sortes de choses, mais c'est horriblement compliqué. Parce que ne serait-ce que la recherche clinique, les essais cliniques, ça pose des problèmes. Pour le bénéfice de qui? Pour la recherche ou pour le malade? Alors, essayez de se poser la question aujourd'hui, disons, se rappeler qu'on agira toujours pour le bénéfice du malade, c'est très fort et c'est très difficile. Et ça demande beaucoup de réflexion là-dessus, pour les cas concrets en tout cas. Et puis la troisième idée, c'est « je et moi ». Ce qui est caractéristique dans ce serment, c'est que ça engage la personne individuelle. Ce n'est pas les médecins en général, ce n'est pas le corps médical, ce n'est pas nous, l'équipe, le service, etc. C'est je et moi. Et je, à la fois dans mes comportements et dans ma personne. Voilà. Donc je crois que si on garde en mémoire ces choses toutes simples, on peut les retravailler, mais en gardant la structure, si je veux dire, la colonne vertébrale de ce texte-là, qui serait dangereux de effriter et d'affaiblir au point de le dissoudre. Voilà, merci. Merci. J'ai presque envie de vous inviter à faire partie du groupe. Mais non. Allez, le professeur Desmarchelier volontairement demande la parole. Non, on me la donne. Non, mais Armel Debru vient de dire en partie ce que... Bon, moi, je ne suis pas médecin, je suis linguiste dans cette université, mais il se trouve que ma femme est médecin et mon fils est chirurgien, donc je connais un petit peu. Alors, je voudrais d'abord réagir. Alors, je vais revenir sur le texte, je ne vais pas faire une analyse textuelle, mais revenir sur les réactions des médecins qui n'ont pas pu dire « je ». Donc c'est pour ça que je reprends les mots d'Armel. Je m'étais un petit peu intéressé à ça. C'est vrai que c'est pas un serment qui commence par « nous, médecins, nous engageons à ». C'est un « je ». Et c'est un « je » qui est suivi d'un verbe pour les linguistes qu'on appelle performatif. C'est-à-dire qu'en le disant, je le fais. Quand on dit « je te baptise Titanic et je te souhaite longue vie », c'est l'acte de baptême qui se fait à travers la parole. Là, je promets, en disant « je promets », je réalise la promesse. Et je ne peux pas faire cette promesse autrement qu'en la disant. Donc bien évidemment que si on ne vous donne pas la permission, l'autorisation de dire « je », sauf que ma femme a soutenu sa thèse à Garches avec les 2 fils d'un célèbre orthopédiste, c'est pas elle qui a lu le serment non plus, c'était les fils d'un célèbre orthopédiste.
Bah oui, elle a été frustrée aussi ce jour-là. Bon, mais enfin, mon fils qui est plus jeune a lu tout seul. C'était très bien. Bon, mais donc, bien évidemment, frustration de ne pas pouvoir s'engager en disant « je promets et je jure ». Bon, ça, c'est le premier point. Maintenant, une deuxième réflexion que j'ai faite tout à l'heure en arrivant à Christian, et je n'avais pas encore lu en détail la proposition du Conseil. J'ai trouvé, mais c'est vraiment très réaction comme ça en lisant en détail, ce texte, alors il est au futur, bien sûr, mais c'est un futur performatif. Quand on dit j'achèterai, je vous écrirai, ça veut dire je m'engage à. Bon, c'est normal. Mais je l'ai trouvé rempli de négations. De négations et de mots négatifs et de tout ce qui est indice de négativité. Alors, j'ai compté 33 verbes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je ne tromperai pas, je ne laisserai pas, je ne provoquerai pas. Bon, alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer les négations. Mais malgré tout, quand on le lit, peut-être, pour reprendre un petit peu les axes proposés par Armelle, c'est vrai que ça manque d'un agir positif au service de l'art, au service du patient, en accord et en dialogue avec le patient, à l'idée de dialogue avec le patient, d'échange, plutôt que je m'engage à ne pas faire tout ce qui est pas bien. Alors d'autant qu'effectivement, y compris des verbes comme je tairai, il n'y a pas que des verbes, il n'y a pas que des négations en ne pas, il y a aussi des tas de verbes qui en eux-mêmes sont des verbes négatifs. Ne pas dire, garder alors je vous enverrai la liste si vous voulez, ou je la transmettrai. Mais c'est vrai qu'en tant que linguiste, je me suis dit, voilà un serment qui engage un jeune médecin. Alors, est-ce qu'il faut encore l'appeler serment d'Hippocrate? Si j'étais provocateur, il y a plein d'articles sur le net. Oui, non, je connais votre réponse, mais il y a plein d'articles sur le net. On dit du serment d'Hippocrate au serment médical. Il y a des juristes qui se sont intéressés à ce texte, et à Madame Muller, qui notamment fait un bon commentaire en disant c'est de la jurisprudence maintenant. C'est-à-dire, on s'adapte aux lois Leonetti, on s'alloie. Et ce que Madame de Dan a dit tout à l'heure, bien évidemment, ce qui est dans le texte, on pourrait le retrouver dans d'autres domaines du droit du travail où on a des adaptations aussi. Mais disons, si j'avais juste une remarque à faire, il faudrait peut-être lui donner un côté plus positif, plus engageant, ce qui n'interdit pas, malgré tout, de temps en temps, de dire ce que je ne ferai pas. Mais quand on parcourt le texte, on retient beaucoup de négations, je trouve. Merci de cette analyse. Bonjour, Marie-France Mamzer, je suis médecin transplanteur à Necker. Je suis médecin en transplantation rénale à Necker et moi, ce que je voulais dire, j'ai prêté le serment d'Hippocrate, j'ai eu la chance de le prêter toute seule, ça a été un moment très important dans ma vie. Et je pense que ça reste important pour les étudiants et je suis très fière que notre université se repenche sur les termes de ce serment parce que quand je l'ai prêté, ça fait quelques années, je n'avais pas tout compris moi-même de ce que j'avais lu. D'abord, ce n'était pas dans notre enseignement à l'époque de faire de l'éthique. On découvrait ce texte au moment de sa lecture et elle était solennelle à condition d'avoir une bonne expérience de la lecture parce que ce n'était pas très simple de comprendre ce qu'on lisait au fur et à mesure qu'on le faisait. Et donc, qu'on mette à jour et qu'on permette aux étudiants de s'approprier le contenu de ce qu'ils disent, ça me paraît très important. Est-ce que pour autant, c'est si utile que ça d'avoir un texte aussi détaillé et aussi proche des termes de la loi ? Je ne suis pas certaine. Si on fait un parallèle un peu avec les lois de bioéthique, où on essaye chaque fois, au fur et à mesure des nouvelles acquisitions des connaissances, de réglementer de façon très précise pour encadrer de façon hyper précise, on se retrouve devant un texte qui pourrait effectivement devenir opposable, mais qui serait peut-être un peu redondant avec la loi. Et donc moi, je serais partante pour un texte qui reprenne les valeurs, qui intègre éventuellement, c'est vrai, de nouvelles valeurs, et en particulier celles de l'éthique de la recherche, mais qui soit peut-être pas aussi proche des termes de la loi, et en tout cas qui n'essaye pas de résumer les termes de cette loi, parce que ça fera jamais aussi bien que la loi, et c'est pas à ça qu'on s'engage précisément. Juste une petite précision. Le groupe, il a justement essayé de reprendre ce qui était important dans les lois de façon à c'est un espèce de socle minimum commun des connaissances, même si tout le monde connaît par cœur les lois et que la lecture du journal officiel est à chacun. La volonté du conseil de fac et la demande des membres du groupe, c'était vraiment d'avoir quelque chose, un texte qui se comprenne à lui tout seul. Qu'on n'ait pas besoin des 14 tomes du Code de la Sécu et des 15 tomes du Code de santé publique. C'était un peu ça la logique. Bon, je comprends tout à fait votre position. Je vais proposer au groupe de revoir tout ça, mais c'est ça la logique. Quant à vous, monsieur, si vous me le permettez, on va essayer de positiver. Mais comment vous positivez? Je ne tromperai pas leur confiance. C'est pas gagné. Hein. Mais peut-être qu'en donnant des têtes de chapitre positives, après on peut détailler dans du négatif. Ce que vous avez fait dans la nouvelle version d'ailleurs. Pardon, on n'engage pas le dialogue.
Justement, je voudrais défendre quand même le serment d'Hippocrate. Il faut garder Hippocrate parce qu'il y a une charge historique qui est absolument remarquable. Ce serait le serment médical, ça n'a pas du tout la même valeur. La charge épistémologique est telle qu'il faut garder absolument cette dénomination. Voilà. Armelle Jacquet, donc je suis actuellement doctorante auprès de... Oui, je suis actuellement doctorante avec le professeur Hervé, mais autrement je suis psychologue et linguiste. Donc je serais plutôt partisan de rester très près du texte initial d'Hippocrate. Et j'aurais un peu tendance à croire en son existence, même si j'écris attribué à dans les travaux que je propose à mon directeur de thèse. Et même si je suis aussi spécialiste de neurosciences. Mais ce que je voulais dire aussi, il y a un autre élément qui est dans le serment d'Hippocrate initial, c'est aussi cet aspect d'éducation que la personne qui a parlé immédiatement avant à propos du régime le dit. Donc l'aspect d'éducation, il y a un lien effectivement entre le patient, le médecin et cette aide que le médecin peut apporter sur ce plan-là. Notre éducation, elle est aussi une éducation de santé et on commence à parler de l'éducation du patient beaucoup plus dans le domaine, enfin le domaine le plus connu, excusez-moi, de bafouiller, c'est à propos du diabète, sauf erreur de ma part, l'éducation du patient. Voilà, l'éducation thérapeutique. Il y a aussi un domaine où c'est assez développé, où je l'ignorais, c'est pour la mucoviscidose, où il y a aussi une éducation du patient qui est, paraît-il, extrêmement efficace, puisque ce sont des patients qui même réagiraient mieux à la greffe des poumons que la moyenne des greffés des poumons, ce qui peut paraître étonnant a priori. Il y avait une autre chose que je voulais dire, c'était un peu saluer un professeur qui est maintenant à la retraite, qui était cardiologue, donc spécialiste de chirurgie cardiovasculaire, et qui a beaucoup hésité entre les études de médecine et devenir écrivain. Donc c'était aussi un littéraire. C'était son nom Le professeur Villard, à Lyon. Madame, juste réponse très courte, et même si je ne défends pas le texte outre mesure, la notion d'éducation thérapeutique et de conseil est pour nous, mais dans le promotion de la santé, le paragraphe 2, promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. C'est là où on le met. Mais pour répondre un petit peu, alors on peut en faire des pages. On a essayé toujours, même si on nous reproche d'être trop long, de concentrer. Et là, les éléments dont vous parlez, ils sont vraiment là. Donc promotion de la santé dans tous ces aspects.